Bonjour tout le monde. Je remercie le laboratoire CIPLA de nous avoir donné l'occasion de rencontrer notre ami Renaud Louis. Il est de l'Université de Liège. Il est rare qu'on invite des Belges et c'est chose faite. Renaud Louis, il est pneumologue. Il a fait beaucoup de travaux sur l'asthme et notamment l'asthme sévère. J'ai vu des communications à lui au niveau de la SPLF. Et donc, on ne pouvait pas trouver mieux pour nous parler de l'asthme et de l'asthme sévère. Madame Zimseih, notre amie, professeure de pneumologie et qui est la présidente de l'association de Rabat, des pneumologues de Rabat. Je vous dis bonjour et je donne peut-être la parole à Zineb qui va la donner à notre ami Renaud Louis pour pouvoir nous parler de l'asthme sévère. Vas-y Zineb. Merci, c'est Mohamed. Merci, professeur Louis, d'avoir accepté de bien vouloir nous faire ce webinaire sur l'asthme sévère. L'asthme sévère est une affection, la plupart du temps, on arrive à le contrôler avec les mesures dont nous disposons, mais il arrive tout de même que dans certaines conditions, on soit confronté à des asthmes sévères et où nous voudrions de ce fait avoir une meilleure expertise pour une bonne prise en charge de l'asthme sévère. Alors, merci à tous nos collègues de nous avoir rejoints et merci bien entendu à CIPLA de nous avoir permis ce webinaire. Professeur Louis, je vous donne la parole pour le webinaire si vous voulez bien. Bonjour à tous. Vous voyez mon écran, oui? Oui, parfaitement. Attendez, je dois minimiser. Je vais me mettre ici. Très bien. Donc, bonsoir à tous. C'est avec plaisir que j'accepte votre invitation. Donc, on va parler un petit peu, on m'a demandé comme thème l'asthme difficile et l'asthme sévère. Ce n'est pas tout à fait la même chose, mais donc on va voir ensemble en quoi ça consiste. Alors, on va commencer par la définition, puis on abordera les problèmes de comorbidité, puis on se focalisera sur l'asthme sévère vrai et en évoquant les cibles. Donc, quelles sont les cibles, quels sont les traits importants dans l'asthme sévère qui vont permettre d'expliquer la nouvelle approche thérapeutique. Et je terminerai par un petit point sur quelque chose d'un peu provoquant, mais qui, à mon avis, est vrai, et donc qui est sur la possibilité de diminuer les traitements dans certains types d'asthme sévère. Donc, on commence par la définition. Donc, la définition de l'asthme sévère qui aujourd'hui est acceptée au niveau international, c'est celle-ci. Elle a été endorsée par l'ERS et l'ATS en 2014. Et donc, la première chose à dire, c'est qu'il faut être sûr qu'on a affaire à de l'asthme. Donc, ça paraît peut-être logique, mais je ne vais pas entrer dans les détails ici ce soir là-dessus, mais il arrive souvent que finalement, des gens qui sont présentés comme des asthmatiques ne sont en fait pas des vrais asthmatiques. Et je vous rappelle que la démonstration d'un asthme, c'est quand même la démonstration d'une fluctuation excessive du calibre des bronches que vous démontrez par des valeurs de VEMS ou de débit expiratoire de pointe qui peuvent fluctuer au cours du temps ou bien au cours d'un test de provocation ou bien avec un test de dilatation. Bien, donc si l'asthme a été bien confirmé, il faut qu'il soit non contrôlé. Alors, vous avez des scores qui permettent d'évaluer le contrôle, la Sécu, la CT, en dépit d'un traitement par des hautes doses de corticoïdes inhalés associés à des LABA, ou bien qui demandent des doses élevées de corticoïdes inhalés et de LABA pour être contrôlés. Les deux choses sont acceptées dans la définition. Il faut être en principe adhérent au traitement. Les comorbidités, j'y reviendrai. Il faut les avoir pris en charge. Et puis, il faut avoir évalué le patient sur une période de temps d'au moins 3 mois. Donc, ce n'est pas à la première visite, à la première consultation que vous pouvez qualifier un patient d'asthme sévère. Il faut un minimum de suivi dans le temps pour savoir un petit peu comment il se comporte. Alors, quelle est la définition maintenant du non-contrôle? Alors, bien sûr, il y a les questionnaires ACQ, ACT que vous pouvez utiliser, qui sont des questionnaires validés. Quand l'ACQ est au-dessus de 1,5, on dit que c'est non contrôlé. Quand l'ACT est en dessous de 20. Mais ça peut être aussi l'existence d'exacerbations au cours de l'année précédente,
au moins 2 exacerbations sur la dernière année, ou bien une exacerbation très grave qui va conduire à l'hôpital. C'est aussi accepté comme critère d'asthme non contrôlé. Donc, imaginez un patient qui vient vous trouver et qui vous dit, ben, moi, j'ai été hospitalisé une fois l'année dernière, mais vous l'évaluez aujourd'hui, il a un bon ACT, il a un bon ACQ, donc il est actuellement peu symptomatique, mais il a une histoire dans l'année d'hospitalisation. Vous devez quand même le considérer comme non contrôlé. Et puis, il y a aussi le critère fonctionnel respiratoire avec un VEMS en dessous de 80%. Quand on arrête les bronchodilatateurs. Alors, ceci, c'est, bon, pour clarifier les choses, donc ce qu'on appelle généralement un asthme difficile. Difficult to control asthma, vous allez retrouver souvent ce terme dans la littérature. Ça englobe en fait les vrais asthmes sévères, mais aussi les asthmes qui continuent à être symptomatiques, à être mal contrôlés à cause des comorbidités ou à cause d'une non-adhérence. Donc, vous comprenez à la vue de ce graphe que le difficult to control asthma, il est beaucoup plus fréquent que l'asthme sévère vrai. Et donc, généralement, il y a plusieurs études dans la littérature qui semblent indiquer que le difficult to control asthma, ça peut pratiquement considérer 20% de l'ensemble de la population asthmatique, alors que l'asthme sévère véritable, c'est probablement entre 3 et 5%. Alors, les comorbidités, donc c'est important d'avoir ça à l'esprit. Donc, c'est un article que j'ai trouvé récemment qui est bien fait, je trouve, qui reprend les comorbidités. Et donc, elles sont reprises ici. Vous voyez, dans les cercles, il y a la rhinite, il y a la rhinosinusopathie, il y a le reflux gastro-œsophagien, les syndromes d'apnée du sommeil, la dysfonction des cordes vocales, les bronchectasies, l'obésité et le syndrome d'anxiété-dépression. J'y rajoute ici le tabagisme, je l'ai mis en grandes lettres parce que c'est assez fréquent, je ne sais pas au Maroc, mais en tout cas chez nous en Belgique, et je pense que c'est vrai aussi dans les pays d'Europe du Nord, hein, d'Europe occidentale, on considère que 20% de la population asthmatique est fumeuse. Donc ce n'est pas parce qu'un patient est fumeur qu'il n'est pas asthmatique et qu'il est nécessairement bronchiteux chronique ou BPCO. Il y a pas mal d'asthmatiques qui fument. Et donc il est évident que le tabagisme rend le contrôle de la maladie asthmatique difficile. Et l'obésité, je l'ai mis aussi en grand parce que c'est un problème majeur chez nous. Encore une fois, je ne sais pas au Maroc, je ne suis pas sûr que c'est la même chose. Vous avez peut-être une alimentation plus saine, moins sucrée, mais je peux vous dire qu'en Europe du Nord, l'obésité est un vrai problème, et en particulier chez les asthmatiques. Et nos statistiques montrent qu'on a pratiquement pas loin de 20% de patients obèses dans nos corps d'asthmatiques, et si vous ciblez les asthmatiques sévères, ça va jusqu'à 25%. Et je peux vous dire que dans les pays anglo-saxons, comme l'Angleterre, les États-Unis, ils sont au-delà pratiquement à 50% de leurs patients asthmatiques qui sont obèses. Donc, c'est un problème majeur dans les pays plutôt du Nord. Alors, c'est important de prendre en charge les comorbidités, certainement. Pourquoi? Mais parce qu'on sait aujourd'hui que si on les traite, en tout cas certaines d'entre elles, eh bien, on peut améliorer la situation clinique des asthmatiques. Et vous avez repris ici dans ce bel article de revue l'impact du traitement des comorbidités sur la symptomatologie de l'asthme. Vous voyez que vous pouvez avoir, en traitant une rhinite allergique, vous pouvez avoir des améliorations, bien sûr. Vous pouvez avoir des améliorations des symptômes, vous pouvez avoir des améliorations de qualité de vie. Hein. Donc, c'est vraiment important d'avoir à l'esprit que si vous prenez en charge ces différentes comorbidités, que vous les traitez de façon appropriée, vous améliorerez les variables que vous utilisez pour qualifier vos asthmatiques de contrôlés ou pas. Donc, très important. Et c'est vrai pour la rhinite allergique, pour la rhinosinusopathie chronique, pour le reflux. Souvent, le reflux, le reflux, j'avoue que c'est mainly no effect, donc il est très difficile de voir l'impact d'un traitement par inhibiteur de la pompe à protons sur les variables de l'asthme. Mais par contre, pour le traitement d'apnée du sommeil avec une BiPAP, pour la dysfonction respiratoire, hein, donc si vous prenez en charge ces patients-là, vous pouvez améliorer clairement leur qualité de vie. L'obésité, c'est très bien démontré aussi. Vous améliorez le statut clinique et fonctionnel respiratoire si vous procédez à des interventions chirurgicales. Et si vous traitez l'anxiété et la dépression, vous pouvez aussi améliorer l'état clinique de votre patient et en particulier sa qualité de vie. Alors, quels sont maintenant
les cibles et les traits dans les vrais asthmes sévères, c'est-à-dire ceux qui sont vraiment liés, en tout cas, au mauvais génie évolutif de la maladie asthmatique. Alors, je les ai repris ici dans cette diapositive. On va parler des éosinophiles, on parlera de l'épithélium respiratoire, on va parler des IgE, on parlera du muscle lisse et on peut parler aussi des microbes, les bugs. Alors, commençons par les éosinophiles. En fait, ça fait longtemps maintenant qu'on sait qu'il y a un lien entre la sévérité d'une maladie asthmatique et le degré d'éosinophilie. Alors, vous avez repris ici le premier article de Jean Bousquet qui a été publié en 1990 dans le New England. Ça a été une révolution et dans cet article, il montrait une relation entre le taux d'éosinophiles dans le sang et dans le lavage alvéolaire avec la sévérité de l'asthme. Le AS score était un score de sévérité symptomatique. Et vous voyez que plus le patient était symptomatique, plus le taux d'éosinophiles était important dans le sang comme dans le lavage alvéolaire. Et il l'a également démontré par des biopsies de muqueuses bronchiques. 10 ans plus tard, en fait, nous avons reproduit cette analyse en utilisant non plus la fibroscopie, qui est quelque chose de difficile à faire en pratique clinique, mais l'analyse des expectorations induites, donc le sputum, et nous avions montré qu'il y avait de nouveau une proportionnalité entre la sévérité de la maladie asthmatique, qui était définie par des critères de symptômes et de diminution de la fonction respiratoire, la sévérité de la maladie asthmatique et le taux d'éosinophiles dans les expectorations. Alors, plus récemment, nous avons reproduit ces analyses dans des cohortes de patients. Il faut savoir qu'à Liège, nous utilisons maintenant la technique des expectorations induites en routine clinique pour nos patients asthmatiques. Et en tout cas, certainement chez les sévères. Et nous avons pu démontrer que chez nos asthmatiques sévères, c'est 86 patients ici, eh bien dans 55% des cas, nous avions des patients qui avaient une éosinophilie accrue, sans augmentation de la neutrophilie. Dans 6% des cas, nous avions une augmentation conjointe des neutrophiles et des éosinophiles, ce qu'on appelle la pathologie mixte granulocytaire. Donc, vous voyez que quand la maladie asthmatique est sévère, vous avez une large proportion, une majorité de patients asthmatiques qui ont des taux d'éosinophiles qui sont plus élevés que ce qu'on est en droit d'attendre au niveau des voies aériennes. Et ce taux est plus élevé si vous ciblez une population d'asthmatiques sévères, qui est reprise ici, en haut à gauche, c'est plus élevé que si vous prenez une population d'asthmatiques générale. Donc, si vous prenez, ça c'est les asthmatiques tout venant, vous voyez qu'ici, on est à 41,3, on est à 44% de gens qui vont montrer la présence d'une éosinophilie, alors que si vous ciblez les sévères, vous êtes à 61%. Donc, il y a quand même une différence, 44, 61, c'est clairement une augmentation du degré d'inflammation éosinophilique en fonction de la sévérité. La technique des expectorations, si vous vous demandez si ça marche à tous les coups, la réponse c'est non. On a grosso modo un taux de succès de 80%. Donc pour faire induire des expectorations, nous faisons inhaler du liquide salé hypertonique. Si la fonction respiratoire du patient est trop altérée, nous donnons alors du liquide isotonique. Mais nous utilisons des nébuliseurs ultrasoniques, c'est ça le secret. C'est une nébulisation avec des nébuliseurs ultrasoniques qui donnent une très grande densité de particules et qui permettent au sujet, par effet osmotique, de produire des expectorations. Alors, quel est le lien entre l'éosinophilie dans les expectorations et le contrôle et les exacerbations? Alors, on l'a étudié donc dans ce papier de 2014. Vous voyez, sur plus de 700 malades, nous avons trouvé une corrélation, mais elle est faible, mais elle est significative entre l'ACQ et le degré d'éosinophilie dans les expectorations. J'ajoute que dans la même étude, nous n'avons pas trouvé de relation directe entre les éosinophiles du sang et le contrôle, mais bien entre les éosinophiles au niveau des expectorations. Et puis, vous savez qu'aujourd'hui, on accorde beaucoup d'importance à la variable exacerbation qui se définit par une situation clinique dans laquelle vous, cliniciens, vous jugez que vous devez donner un corticoïde systémique à votre patient. Et donc, dans cette étude, nous avons en fait classé nos patients en 4 catégories en fonction de l'intensité de l'éosinophilie, à la fois dans le sang et dans les expectorations. Nous avions un groupe qu'on a appelé le low blood, low sputum, puis un groupe qui avait peu d'éosinophiles dans le sang, mais beaucoup dans le sputum, un groupe qui en avait
beaucoup dans le sang, peu dans le sputum, et puis un groupe qui avait beaucoup d'éosinophiles dans le sang et dans le sputum. Et les critères que nous avons choisis pour définir l'éosinophilie, c'était 400 par microlitre dans le sang et 3% d'éosinophiles dans le sputum. Alors, ce que vous voyez, c'est que lorsque le patient a plus d'éosinophiles dans le sputum, eh bien, il a tendance à faire plus d'exacerbations que le patient qui n'en a pas. Et puis, on a fait ici une subanalyse chez nos patients qu'on pouvait considérer comme sévères. Donc ici, c'était les résultats pour l'ensemble de la cohorte, c'était sur plus de 700 patients. Et puis ici, on a retenu ceux qui étaient sévères, définis par des gens qui n'étaient pas bien contrôlés et qui avaient des doses élevées de corticoïdes inhalés avec des LABA. Et qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez que le groupe ici, clairement, qui a beaucoup d'éosinophiles dans le sang et dans le sputum, se démarque très nettement des autres, très nettement. Là, il y a un groupe qui a une tendance manifeste à faire des exacerbations avec une moyenne de 4 exacerbations par an. Donc, en reclassifiant nos malades de cette façon-là, on a identifié une population qui est vraiment à risque d'exacerbation. Ce sont les asthmatiques qui sont intensément éosinophiliques, à la fois au niveau du sang et au niveau des voies aériennes. Alors, dans un autre travail, le travail que je viens de vous montrer était un travail transversal, cross-sectional, et on avait regardé les exacerbations l'année précédente. Alors, dans ce travail-ci, on a repris nos données et on s'est demandé si, quand on reprenait les patients sur le plan longitudinal, les patients que l'on avait vus à la clinique de l'asthme, est-ce qu'on peut déterminer les paramètres qui sont associés à une fluctuation du contrôle, et notamment l'ACQ6. L'ACQ6 qui est donc un paramètre qui détermine le contrôle sans tenir compte du VEMS. Alors, on a listé toute une série de paramètres ici et on a cherché à savoir par des tests statistiques sophistiqués quels étaient les paramètres qui étaient associés à la variation du contrôle de l'asthme. Et ce que nous avons trouvé par nos études statistiques multivariées, c'est que à la fois le taux d'éosinophiles dans les voies aériennes et le FEV1, c'est le VEMS, étaient des facteurs qui contribuaient de façon indépendante à expliquer la variation du contrôle de l'asthme. Donc, on peut conclure de cette étude que à la fois le degré d'éosinophilie dans les bronches et d'autre part le calibre des bronches sont des éléments qui déterminent l'expression symptomatique de la maladie asthmatique, et ceci dans une étude longitudinale. Ce qui est logique, mais enfin, ça fait plaisir de le confirmer par des analyses statistiques. Alors, ceci, c'est une étude prospective australienne intéressante où les auteurs ont pris des patients asthmatiques déjà traités et puis ils les ont observés pendant 1 an. Et ils ont constaté que les patients qui avaient une analyse d'expectoration qui, de façon persistante, montrait des éosinophiles en quantité accrue dans les bronches, eh bien, étaient les patients qui allaient présenter souvent une exacerbation. Donc ici, c'est une étude prospective longitudinale qui met en évidence assez clairement que le fait d'avoir beaucoup d'éosinophiles dans les voies aériennes est un facteur de risque de développer des exacerbations. Donc, toutes les données que je viens de vous montrer concordent et vont dans le même sens. Il y avait des études transversales, rétrospectives, et puis il y a eu des études ici prospectives, longitudinales, et elles vont toutes dans le sens d'un rôle de l'éosinophilie des voies aériennes dans le mauvais contrôle de la maladie asthmatique. Voilà pour l'éosinophilie. Parlons maintenant un peu d'une autre cible importante, les IgE. Vous savez que l'atopie est définie par cette propension à produire des IgE contre les aéroallergènes de l'environnement. Alors, ça a été fort débattu. On entend parfois dire que les asthmes sévères sont des asthmes non allergiques. Ce n'est pas tout à fait vrai. Bien sûr, il y a beaucoup d'asthmes sévères qui sont non allergiques, mais vous voyez ici, c'est repris du registre belge de l'asthme sévère, et vous voyez que le taux d'atopie, on les a ici subdivisés entre ceux qui prenaient des corticoïdes par voie orale ou ceux qui n'en prenaient pas, sur pratiquement 1000 patients, donc c'est assez solide comme donnée. Vous voyez que la majorité de nos asthmatiques sévères sont quand même des gens qui ont un trait atopique, qui est défini soit par des tests cutanés positifs, soit par des IgE spécifiques à l'égard des aéroallergènes classiques. Alors ici en Europe,
occidentale du Nord, nos aéroallergènes classiques, ce sont les acariens, ce sont les graminées, les bouleaux, les chats, les chiens et les moisissures. Donc, ce sont les allergènes que l'on teste. Et donc, quand les gens sont négatifs à l'ensemble de ces aéroallergènes, on les qualifie de non atopiques. Alors, on a fait aussi une analyse du taux des IgE dans le sang et on a comparé dans une population d'asthme léger à modéré et d'asthme sévère. Et vous voyez que les asthmes sévères ont un taux d'IgE total qui est plus élevé. Nous n'avons pas retrouvé dans notre analyse ici de variation du pattern de sensibilisation en fonction de la sévérité. En d'autres termes, nous n'avons pas retrouvé que les asthmes sévères étaient plus sensibilisés à un certain type d'allergène que d'autres. On entend souvent, et je pense que c'est vrai, dans la littérature, que la sensibilisation aux moisissures est un facteur de risque de l'asthme sévère. Je crois que c'est vrai, vous avez les aspergilloses bronchopulmonaires allergiques, mais ici, nous avions une mixture de moisissures. Nous tenons compte à la fois de l'alternaria, du cladosporium et de l'aspergillus. On n'a pas fait d'analyse sélective, et quand on prend toutes les moisissures ensemble, on ne trouve pas que la sensibilisation à l'égard des moisissures est plus fréquente dans le groupe des asthmes sévères. Hop là. Alors, on a aussi étudié la stabilité des IgE au cours du temps récemment dans une étude longitudinale. Et ce qui ressort de cette analyse, c'est que en fait, les taux d'IgE, ils varient de façon assez modeste. Et on avait classé nos patients en 3 catégories, ceux qui étaient en dessous de 76, ceux qui étaient entre 76 et 700, ceux qui étaient au-dessus de 700. La résultante de cette étude, c'est que la plupart des gens restent dans leur catégorie. Quand on les suit sur une période de 1 an et qu'on mesure régulièrement les IgE, ceux qui ont des IgE très basses, en général, restent bas. Ceux qui ont des IgE très élevés restent en général avec des taux très élevés. Donc, il y a une stabilité de ce paramètre. Nous n'avions retrouvé sur les 41 patients qu'un patient qui changeait clairement de catégorie. Et en fait, on s'est interrogé quelle était la raison pour laquelle il avait subitement monté son taux d'IgE, et il s'est avéré que ce patient avait développé une parasitose digestive. Alors, les IgE, comme nous l'avons fait pour les éosinophiles, qu'est-ce qu'ils ont comme lien avec la sévérité de la maladie? Eh bien, de nouveau, un peu comme les éosinophiles du sputum, vous voyez qu'il y a une corrélation, elle est faible, mais elle est significative, entre le taux des IgE que vous mesurez dans le sang et le contrôle de l'asthme. Et on voit, quand on fait une analyse catégorielle, on voit que cette corrélation, elle est surtout liée aux patients qui ont des taux d'IgE extrêmement élevés, au-dessus de 700. On voit vraiment que c'est à partir de là que le contrôle de l'asthme devient différent des autres groupes. Donc, cette corrélation est surtout tirée par les patients qui ont des taux d'IgE élevés au-dessus de 700. On pourra en rediscuter si vous voulez. C'est, à mon avis, un petit problème qui n'a pas été exploité suffisamment par la firme qui a commercialisé l'omalizumab, puisque la plupart des études qui ont été faites avec l'omalizumab se sont limitées aux patients qui étaient entre 30 et 700 KU par litre. Alors, le contrôle, comment évolue-t-il, lui, au cours du temps? Le contrôle, regardez, il est assez stable sur une période d'1 an. Le taux des IgE, j'en ai parlé, c'est relativement stable. Mais quand nous avons mis tous les points ensemble et que nous avons cherché à voir s'il y avait une corrélation, eh bien, nous avons retrouvé, elle est faible, mais elle est significative, entre le taux des IgE d'une part et le niveau de contrôle. Donc, encore une fois, ici, dans une étude longitudinale, on voit que les IgE peuvent jouer sur le contrôle, un peu comme nous l'avons vu tout à l'heure avec les éosinophiles. Alors, troisième cible maintenant, le muscle lisse. Alors ici, c'est une étude déjà ancienne, mais intéressante, du groupe de Michel Aubier à Paris, qui avait montré par des biopsies bronchiques que les asthmatiques sévères se différenciaient des autres et des BPCO par un taux de muscle lisse beaucoup plus important. Et donc, si vous avez une musculature lisse plus importante, bien, ça favorise évidemment les bronchospasmes et ça justifie aussi qu'on ait des médications qui ciblent la musculature lisse et on pense bien entendu aux bronchodilatateurs. Quatrième cible, l'infection, les infections. Alors là, il y a moins de données, mais j'ai repris cette revue de littérature qui a été publiée il y a 5 ans, une revue avec Monica Kraft, qui est une américaine pneumologue bien connue,
et donc qui dit que les mycoplasmes, les chlamydia pneumoniae peuvent d'une certaine façon induire des phénomènes inflammatoires au niveau des voies aériennes qui pourraient favoriser la maladie asthmatique. Je dois vous dire que nous avons récemment étudié et publié, je n'ai pas des slides là-dessus, mais nous avons récemment publié notre expérience avec la sérologie à l'égard du mycoplasma et du chlamydia. Et ce que nous avons trouvé, c'est que les patients qui ont souvent une sérologie mycoplasma ou chlamydia positive sont plutôt des asthmatiques non éosinophiliques. Donc, ils sont moins éosinophiliques que les autres. Donc aujourd'hui, je dirais, ma position là-dessus, c'est que peut-être que ces agents bactériens jouent un rôle, en particulier dans les asthmes non éosinophiliques. Alors, il y a ce papier, je trouve très intéressant, que je vous conseille, qui est une revue, une redéfinition complète, finalement, de la façon dont il faut voir l'asthme aujourd'hui. Elle a été publiée en 2017 dans le Lancet. Donc, ça s'appelle After Asthma, Redefining Airway Disease, et c'est une synthèse, si vous voulez, sur, je dirais, la façon dont il faut voir les maladies des voies aériennes au sens large, et en particulier l'asthme, avec la distinction de toute une série de phénotypes d'asthme qui ont des trajectoires différentes, avec des jeunes enfants qui vont faire des sifflements bronchiques pendant quelques années et puis ils ne feront plus rien, avec un asthme atopique qui peut débuter tôt dans la vie et qui va persister toute la vie, avec un asthme qui peut apparaître à l'âge adulte, vers 30-40 ans, et puis les asthmes à apparition très tardive. Et vous savez que les asthmes à apparition très tardive, parfois sont intensément eosinophiliques, mais peuvent aussi être neutrophiliques. Et puis, il y a aussi le groupe de toutes ces dames au-delà de 50 ans qui ont des phénomènes de toux persistantes. Tout ça, ça fait partie un peu, je dirais, globale des maladies des voies aériennes. Et la thèse que soutiennent les auteurs ici, c'est de dire que peut-être qu'il faudrait affiner notre analyse du profil clinique des patients. Et donc, à titre d'exemple, eh bien, l'inflammation eosinophilique, on va la retrouver souvent chez les gens qui ont un asthme atopique persistant ou bien qui ont un asthme nouveau, non atopique, qui commence à l'âge adulte. La contraction de la musculature respiratoire, lisse respiratoire, eh bien, c'est quelque chose qui va être particulièrement marqué dans les asthmes atopiques et dans les asthmes saisonniers, qui sont aussi des asthmes atopiques, mais qui sera moins marqué, justement, donc dans les asthmes à début tardif chez l'adulte avec des éosinophiles. Et je dois dire qu'on a fait une étude récente sur nos patients, on retrouve ça. On a comparé la réactivité bronchique chez des gens qui avaient un asthme à début tardif, qui était non IgE-dépendant, avec la réactivité bronchique chez des gens qui avaient un asthme éosinophilique et qui était atopique, et nous avons trouvé une hyperréactivité qui était plus forte chez les patients avec un asthme atopique. Donc tout ça pour vous dire que tous les asthmes ne sont certainement pas les mêmes et ils ont leurs propres facettes. Il y en a qui sont des asthmes avec une production importante de mucus, par exemple. Vous allez retrouver ça dans les asthmes neutrophiliques ici ou bien dans les asthmes à début tardif. Mais vous ne trouverez pas ça de façon très marquée dans les asthmes atopiques persistants. Ce sont des gens qui produiront moins d'expectoration. Et donc, dans ce papier, finalement, les auteurs, finalement, proposent une structuration de la classification des maladies asthmatiques sur deux axes. D'une part, l'obstruction bronchique, qui va être responsable de symptômes, et en particulier de dyspnée. Et cette obstruction bronchique, vous la mesurez par la spirométrie. Et puis, à côté de ça, une structuration basée sur le degré d'inflammation éosinophilique. Et donc, il propose 4 catégories et il dérive, si vous voulez, leur objectif, leur stratégie thérapeutique en fonction de ces 4 catégories. Si vous avez, par exemple, un patient qui a une obstruction bronchique qui est assez marquée, mais qui a peu d'inflammation éosinophilique, ils disent, ça, c'est des patients qu'on doit traiter surtout par bronchodilatateur. À l'inverse, si vous avez des gens qui ont finalement peu d'obstruction, mais qui sont très inflammatoires et eosinophiliques, ils doivent absolument avoir des stéroïdes inhalés, mais ils n'ont peut-être pas besoin de bronchodilatateurs, ils peuvent éventuellement bénéficier des biologiques. Et si vous avez les asthmatiques qui sont à la fois très inflammatoires et eosinophiliques et très obstructifs, il faut donner tous les bronchodilatateurs que vous voulez, en ce compris les anticholinergiques. Alors maintenant, j'en arrive au traitement de l'asthme sévère
T2, et donc c'est tout le progrès qu'il y a eu grâce au traitement biologique. Alors je sais, puisque j'ai fait un séminaire pour vous, je pense au mois de mars, enfin pour vos collègues, je crois, j'ai parlé de l'asthme sévère et du traitement par l'omalizumab. Vous savez que le Xolair, je crois qu'il est maintenant disponible chez vous au Maroc, et le Xolair, l'omalizumab, est une molécule qui cible les IgE, qui va se fixer sur la partie constante des IgE. C'est un anticorps monoclonal dirigé contre les IgE et qui va donc empêcher l'IgE d'aller se fixer sur son récepteur, lui-même très présent sur les mastocytes et les basophiles. Donc, par ce mécanisme-là, vous allez empêcher la naissance des réactions allergiques. Alors, en fait, l'omalizumab, il doit être considéré comme un anti-allergique extrêmement puissant. Et donc, ce traitement-là, il est capable de réduire évidemment le taux des IgE dans le sang de façon marquée, et il va permettre une amélioration de l'état clinique. Et dans cette première étude, qui est une étude Princeps, qui date de pratiquement plus de 20 ans, les auteurs avaient montré que les patients pouvaient réduire, en fait, ils pouvaient réduire leur dose de corticoïdes, à la fois les corticoïdes systémiques ou les corticoïdes inhalés. Et donc, c'était la première étape, c'était une étude de traitement d'épargne en corticostéroïdes. Et puis, il y a eu d'autres études qui ont confirmé tout l'intérêt de l'omalizumab, et les plus célèbres sont celles-ci, l'étude européenne à gauche, l'étude américaine à droite. Et donc, vous voyez dans cette étude que la prise d'omalizumab chez les patients non contrôlés par ICS-LABA, ce qui n'était pas le cas encore de l'étude de 1999 que je vous ai montré, parce que là, les patients n'avaient pas encore le traitement par combinaison. Donc, les autorités ont dit, mais très bien, mais prouvez que votre produit est utile en plus du traitement par ICS-LABA, et c'est ce que ces études ont démontré, avec des réductions du taux d'exacerbation de l'ordre de 26% en Europe, 25% aux États-Unis. Et si vous ciblez les exacerbations vraiment sévères qui conduisent les patients à l'hôpital, vous aviez une réduction même de 50%. Donc, ça a été la première fois qu'un traitement biologique était validé dans l'asthme, et vous voyez que les conditions d'entrée pour pouvoir bénéficier de ce traitement, c'était d'être sensibilisé à un aéroallergène perannuel et un taux d'IgE qui était situé entre 30 et 700. Alors, il y a eu, donc toujours dans la même étude américaine, vous voyez que non seulement vous réduisez les exacerbations, mais vous améliorez aussi le contrôle avec une amélioration des scores symptomatiques et une amélioration de une réduction de l'utilisation de Ventolin à la demande. Alors, à côté de ce traitement, il y a toute la thématique qui vise à cibler les eosinophiles. Donc, ici, on a dans un premier temps, avec le omalizumab, ciblé les IgE, dont je vous ai montré l'intérêt et l'importance dans l'asthme. Et puis, à côté de ça, il y a eu les eosinophiles. Alors, une cytokine est sortie du lot dans la biologie de l'éosinophiles, c'est l'interleukine 5, parce que c'est une cytokine clé à la fois dans la différenciation des éosinophiles au niveau de la moelle et dans la survie des éosinophiles au niveau des tissus. Donc, vraiment une cytokine importante. Et donc, on a dû attendre, je dirais, entre le moment où on a découvert tout ça, c'était déjà dans les années 90, et le moment où on a démontré l'utilité de neutraliser l'interleukine 5 en clinique, il s'est passé pratiquement 20 ans. Et la première molécule qui a vu le jour, c'est le mepolizumab, qui est un anticorps dirigé contre l'interleukine 5. Il y a eu aussi le reslizumab, et puis il y a une autre molécule, le benralizumab, qui lui est un inhibiteur du récepteur à l'interleukine 5. Donc aujourd'hui, on a trois molécules que l'on peut utiliser en pratique clinique. Enfin, je pense que vous ne l'avez pas encore au Maroc, mais vous allez probablement bientôt les avoir. 3 molécules qui peuvent être utiles pour cibler l'inflammation eosinophilique. Et quand on utilise ces molécules chez les asthmatiques qui sont sévères, eh bien, on réduit de façon très marquée le taux des eosinophiles dans le sang, dans les expectorations, c'est très très clair. Donc vous faites des injections sous-cutanées avec ces produits-là. De la même façon, quand vous aviez un anti-IgE, vous abaissiez le taux des IgE dans le sang. Ici, quand vous utilisez un anti-interleukine 5, vous voyez les taux d'éosinophiles qui s'effondrent dans le sang, mais aussi dans les voies aériennes. Et la résultante de ça, c'est que vous réduisez considérablement la fréquence des exacerbations.
Alors, ce qui a permis finalement de démontrer ça, c'est qu'on a fait une sélection de patients. On a sélectionné les gens qui étaient très éosinophiliques. Donc, donner un anti-interleukine 5 chez un asthmatique sévère qui n'a pas d'éosinophile, ça n'a pas de sens. Vous n'aurez aucun effet clinique, évidemment. Il a fallu, pour démontrer les effets cliniques, cibler les patients qui sont dits T2, c'est-à-dire qui ont beaucoup d'éosinophiles, soit dans le sputum, soit dans le sang, soit qui ont un taux de NO exhalé élevé. Et donc, dans cette étude Princeps qui a été publiée en 2012, les critères d'entrée dans l'étude sont repris ici. Ce sont des gens qui avaient soit un FiNO élevé, soit des éosinophiles élevés dans les bronches, soit dans le sang. Et ils devaient avoir un antécédent de 2 exacerbations dans l'année précédente. Si vous ciblez ces patients-là, vous avez un effet assez remarquable du traitement par mépolizumab. Et vous voyez dans ce graphe-ci que le traitement, ici ce sont les groupes placebo, et ça ce sont les groupes qui reçoivent le mépolizumab. La différence entre les deux groupes est d'autant plus importante que vous avez des patients qui ont des taux élevés d'éosinophiles au niveau sanguin ici. Donc, plus l'intensité de l'inflammation éosinophilique est forte, plus vous allez avoir un impact très positif du traitement sur la réduction des exacerbations. Alors, il y a mieux encore. Donc, ici, dans cette étude, ils ont étudié les patients qui étaient sous corticoïdes systémiques. Et ils se sont dit, tiens, est-ce qu'on peut réduire la dose de corticoïdes systémiques en donnant du mépolizumab? La réponse est oui, et vous réduisez la dose de corticoïdes systémiques ici, vous voyez, vous réduisez, et en même temps, vous réduisez les exacerbations et vous améliorez le contrôle. Donc, vous gagnez sur tous les tableaux. Donc, ça a été une étude également très importante qui a montré l'intérêt du mépolizumab, donc d'un anti-interleukine 5 dans l'asthme sévère corticorésistant. La même chose a été démontrée avec le benralizumab. Le benralizumab qui est non plus l'anticorps anti-interleukine 5, mais anti-récepteur à l'interleukine 5. De nouveau, on voit une possibilité de réduire la charge en corticoïdes et en même temps, de réduire la fréquence des exacerbations. Alors ici, vous avez une étude qui a cherché à savoir si le benralizumab était plus efficace en fonction du taux de l'éosinophilie circulante. Et vous voyez que plus le taux des éosinophiles dans le sang est élevé, plus vos effets sont importants en termes d'amélioration du VEMS, ou ici, c'est également le VEMS. Oui, c'est l'amélioration de la fonction respiratoire. Donc, plus vous avez des patients qui ont des taux élevés d'éosinophiles, plus votre produit va vous donner des améliorations spectaculaires. Donc, ça, c'est pour les anti-interleukine 5. Alors, il y a une troisième catégorie d'agents biologiques qui a été validée. Je dois dire que nous ne l'avons pas encore en Belgique non plus, c'est le dupilumab. Et le dupilumab, c'est un anticorps qui est dirigé contre l'interleukine 4 et l'interleukine 13, contre la chaîne commune. Donc, c'est un anti-IL4, IL13. Et donc, on pense que ce produit-là, en fait, les IL4 et l'IL13 sont importants dans la sécrétion muqueuse, sont importants dans la contraction du muscle lisse et sont importants aussi dans la différenciation TH2 des lymphocytes. Donc, il était légitime de se demander si en inhibant ces cytokines-là, on ne pouvait pas améliorer les patients asthmatiques. Et la réponse, c'est oui. De nouveau, une étude, vous voyez, toutes ces études sont relativement récentes. Donc, une étude avec le dupilumab qui vous montre de nouveau qu'on est capable de réduire la fréquence des exacerbations chez les asthmatiques sévères en utilisant le dupilumab par rapport au placebo. Mais vous voyez que cet effet est surtout présent de nouveau chez les gens qui ont un certain degré d'éosinophilie. Vous voyez que pour ceux qui ont des taux d'éosinophiles en dessous de 50, ça ne fonctionne pas. Et ceux qui ont des taux de NO exhalé en dessous de 25 ppb, ça ne fonctionne pas très bien. Donc, de nouveau, on est dans ce profil d'asthme dit T2. Mais donc, voilà une troisième catégorie d'agents que l'on peut utiliser. J'ajoute que le dupilumab est déjà remboursé chez nous, mais en dermatologie, pour traiter la dermatite atopique sévère. Donc, je pense que c'est un produit qui s'imposera si vous avez des patients, par exemple, qui combinent une dermatite atopique sévère et un asthme sévère. Alors, le dupilumab, non seulement réduit les exacerbations, mais de nouveau améliore la fonction respiratoire avec une amélioration du VEMS. Et, comme les autres, il permet également une épargne en corticoïdes par voie orale. Vous voyez ici que le dupilumab permet de réduire la dose de corticoïdes par voie orale jusqu'à pratiquement 70%. Je fais remarquer au passage aussi
que le placebo a un effet remarquable. Ce qui veut dire que lorsque vous prenez en charge un patient dans un essai clinique, il est tout à fait possible, et donc c'est une leçon pour nous cliniciens, il est tout à fait possible de réduire la charge en corticoïdes systémiques par une éducation, par une surveillance attentive de la maladie, puisque vous voyez ici que le placebo a un effet qui est absolument important. Vous réduisez de 50% la charge en corticoïdes systémiques. Vous êtes encore plus efficace quand vous utilisez le dupilumab. Et vous voyez ici, dans cette étude, de nouveau, un effet significatif très net sur la fonction respiratoire avec le dupilumab par rapport au placebo. Là, vous voyez que la différence est plus nette. Mais donc, ça suggère ceci, que pas mal d'asthmatiques, en fait, qui ont du médrol, sont parfois peut-être des gens qui sont surtraités. Et il faut toujours essayer d'avoir la dose minimale et éventuellement de faire du step-down. Alors ça, c'est un tableau récapitulatif de l'effet des biothérapies aujourd'hui dans l'asthme sévère. Vous avez le MEPO, c'est les anti-L5, le reslizumab, le benralizumab, ça réduit les exacerbations globalement de 50%. L'omalizumab est un peu moins efficace, 30% de réduction, et le dupilumab, c'est également 50%. Puis vous avez les effets d'épargne en stéroïdes qui ont été bien démontrés pour les anti-L5, pour l'anti-L4, un peu moins fortement démontré pour l'omalizumab. Puis vous avez des effets sur le VEMS, sur la Sécu et sur la qualité de vie aussi qui ont été clairement démontrés. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire dans les asthmes non T2? Parce qu'il y en a de temps en temps, ce n'est pas la majorité. Alors là, il y a la possibilité d'utiliser les macrolides que vous pouvez utiliser à la dose de 250 mg tous les 2 jours ou 500 mg tous les 2 jours. Ça a été démontré dans cette étude dite AMAZES, qui est une étude australienne, où vous voyez que l'azithromycine, clairement, réduit de 41% la fréquence des phénomènes d'exacerbation. Donc, c'est une chose à laquelle il faut penser. Et vous voyez que dans la sous-analyse, eh bien, en fait, l'azithromycine fonctionnait aussi bien dans les asthmes éosinophiliques que dans les asthmes non éosinophiliques. Ça a été un peu une surprise et fonctionnait aussi bien finalement chez les gens qui avaient une bactériologie positive que ceux qui avaient une bactériologie négative. Mon expérience clinique avec l'azithromycine, nous l'avons utilisé plusieurs fois en pratique clinique chez des patients. Je l'utilise essentiellement dans les asthmes qui sont très neutrophiliques, qui ont une inflammation neutrophilique intense et chez qui je ne vois pas de bactéries à la culture. Ça arrive assez souvent. On peut avoir des patients qui ont des neutrophilies au-delà de 80-90% quand on examine le sputum, mais il n'y a pas de bactéries qui poussent à la culture. Dans ces cas-là, j'ai déjà eu des résultats remarquables en utilisant l'azithromycine 1 jour sur 2 en traitement de fond. Alors, vous avez aussi les LAMA, les anticholinergiques à longue durée d'action, et vous savez que, je ne sais pas si vous avez déjà ou si vous allez avoir, nous allons bientôt avoir des triples thérapies pour l'asthme, c'est-à-dire ICS, LABA, LAMA. Et donc, c'est un profil de patient asthmatique qui peut bénéficier éventuellement de la triple thérapie si vous n'avez pas d'inflammation T2 qui peut répondre à un traitement par biologique. La possibilité d'ajouter un LAMA doit être envisagée, surtout si les patients sont très obstructifs, si on est dans le profil que je vous ai décrit tout à l'heure, avec des gens qui ont des indices de Tifno qui sont très abaissés, qui ont des réversibilités qui sont marquées. Dans ces cas-là, on peut tirer bénéfice quand même de l'ajout d'un LAMA à l'ICS là-bas. Vous voyez quand même la réduction des exacerbations, ce n'est pas de l'ordre de 50% comme on a avec les traitements biologiques dans l'asthme T2, mais c'est une réduction qui est statistiquement significative quand même, mais qui est plus modeste, qui est de l'ordre de 22%. Alors bien sûr, avec les LAMA, non seulement vous réduisez les exacerbations, mais vous améliorez aussi le calibre des bronches avec une amélioration de la valeur du VEMS ici. Vous voyez dans cette étude assez complexe qui a comparé le sérétide, ce qu'on appelle le sérétide chez nous en Europe, le fluticasone salmétérol, avec la nouvelle molécule qui associe de la mométasone, de l'indacatérol et du glycopyrronium. Vous voyez que vous pouvez, par une triple thérapie, améliorer les valeurs de VEMS par rapport à une simple bithérapie ICS là-bas. Et enfin, dernière catégorie, ça c'est tout récent, donc personne ne l'a dans le monde encore, c'est un papier qui vient d'être publié dans le New England la semaine dernière, donc c'est l'anti-TSLP. Alors le TSLP, c'est une cytokine qui est libérée par l'épithélium respiratoire et qui est, semble-t-il, essentielle dans
si vous voulez, l'organisation de l'inflammation dans la muqueuse. Donc, il semble qu'en réponse à des agressions par des polluants, par des microbes, par des allergènes, l'épithélium respiratoire, ici vous voyez qu'il y a plusieurs cellules qui peuvent en produire, mais on pense beaucoup à l'épithélium respiratoire, produit du TSLP, et ce TSLP va avoir un effet d'organisation de l'inflammation dans la muqueuse sous-jacente. Et donc, on a un anticorps aujourd'hui qu'on appelle le tezepelumab, qui a été testé pour la première fois chez des patients asthmatiques en 2017 dans une étude clinique et qui a montré, comme vous le voyez, des effets très positifs de réduction d'exacerbation. Et la chose qui était importante, c'est qu'il a montré des effets indépendamment du profil T2, puisque les effets étaient assez similaires, que les patients finalement aient beaucoup d'éosinophiles dans le sang ou pas, qu'ils aient beaucoup de NO exhalé ou pas. Et donc, c'est une molécule qui est venue, si vous voulez, se placer comme une molécule gagnante dans tous les cas de figure. Ça, c'était la première grande étude clinique qui date de 2017. Et puis, la semaine dernière a été publié ce papier qui montre, dans une population très conséquente, 1000 patients, plus ou moins 500 patients dans chaque groupe, qui montre une réduction importante de 56% du taux des exacerbations dans le groupe tezepelumab par rapport au groupe placebo et qui confirme que le tezepelumab peut être efficace chez les patients qui ne sont pas T2. Donc voilà une nouvelle molécule, un nouvel agent biologique qui pourra être considéré pour les asthmes non T2. Enfin, la thermoplastie, dont vous avez déjà sans doute entendu parler, la thermoplastie qui est une procédure endobronchique qui cible les muscles lisses au niveau autour des bronches, et c'est le principe de l'administration d'une haute énergie par radiofréquence. En principe, il faut 3 sessions à 3 semaines d'intervalle, et on va dans les 2 lobes inférieurs et dans les lobes supérieurs. Et on fait un lobe inférieur dans une session, un lobe supérieur dans une session, et puis les 2 lobes supérieurs dans la dernière. Et ce qu'on observe avec la thermoplastie, c'est qu'on peut aussi réduire la fréquence des exacerbations de façon significative dans l'année qui suit la procédure. Il faut savoir que, en fait, au moment où vous faites votre procédure de thermoplastie, il faut quand même surveiller le patient à l'hôpital 24 heures. Il y a parfois des asthmatiques qui s'exacerbent. Donc, le bénéfice de la thermoplastie, c'est un bénéfice qui est à distance de la procédure. Et je termine maintenant en vous parlant du step-down dans l'asthme sévère. Donc, un peu provocateur, sûrement, mais je pense qu'il y a un fond de vérité. Et donc, j'ai déjà évoqué la chose tout à l'heure quand je vous ai dit qu'on pouvait réduire, on pouvait décharger le patient en corticoïdes systémiques avec un placebo. Et donc, c'est un peu dans la même veine. Alors, ceci, c'est une étude un peu complexe qu'on a menée il y a quelques années. Et donc, en gros, je vous la résume. Donc, nous avions des asthmes non éosinophiliques. Donc, on les a sélectionnés non éosinophiliques. Et on s'est dit, on va d'abord les optimaliser, on va leur donner la dose maximale d'ICS là-bas pendant 3 mois. Et puis, après, on commencera un step down. Et on verra comment ils évoluent. Est-ce qu'ils se déstabilisent, oui ou non? Est-ce qu'ils parviennent à rester stables alors que l'on va décroître la corticothérapie inhalée? Et donc, on avait sélectionné des asthmes non éosinophiliques. Alors, la première chose qu'on a trouvée dans cette étude, c'est que quand on avait des asthmes non éosinophiliques qui étaient avec des doses relativement faibles de corticoïdes inhalés et que l'on augmentait d'abord la corticothérapie inhalée, on observait pas d'amélioration significative sur le plan clinique sur une période de 3 mois. Donc, augmenter la charge en corticoïdes inhalés chez des asthmes non éosinophiliques, ce n'était pas très utile. Et puis, pour ce qui concerne la décroissance, voici ce que nous avons trouvé. Nous avons trouvé que chez 39% des cas, on avait été capable d'arrêter progressivement, sur une période de 9 mois, d'arrêter les corticoïdes inhalés. Dans 28% des cas, on avait pu diminuer au moins de moitié la corticothérapie inhalée, et dans 33% des cas, dès qu'on a voulu diminuer la corticothérapie inhalée, le patient s'est dégradé. Mais ça veut vous dire quand même que dans 2/3 des cas, on a pu soit arrêter, soit diminuer la dose. Alors, nos patients sélectionnés étaient des patients qui n'avaient pas d'éosinophiles dans les voies aériennes et qui avaient un taux d'éosinophiles dans le sang inférieur à 400 microlitres. Donc, ceci
m'indique que finalement, il y a beaucoup de gens qui sont probablement avec des surdoses de corticoïdes inhalés. Et alors, vous voyez, les patients chez qui on a eu un successful, comme on dit, retrait en stéroïdes, ben, ils ont été mieux. Donc, on a retiré les stéroïdes et ils ont été mieux parce que leur contrôle s'est amélioré. La CQ a diminué, ce qui veut dire que le contrôle s'améliore. La CT s'est améliorée, ce qui veut dire que le contrôle s'améliore. On a vu de façon intéressante le nombre d'exacerbations qui diminuait. C'est incroyable. Donc, ça suggère que chez certains patients, le fait de donner des corticoïdes inhalés de façon inappropriée pourrait favoriser même les exacerbations. Puis, on a essayé de déterminer quels étaient les facteurs qui allaient prédire qu'on allait être successful en réduisant le traitement ou pas. Et ce que nous avons trouvé, c'est que l'âge et les éosinophiles du sang étaient prédictifs, c'est-à-dire que si vous avez un patient qui a un taux d'éosinophiles en dessous de 110 par microlitre dans le sang, eh bien, vous allez pouvoir diminuer les corticoïdes, les choses vont très bien se passer. Si vous avez un patient qui est relativement jeune, vous avez plus de chances que ça se passe bien. Par contre, les gens de plus de 59 ans ou qui avaient plus de 110 de blood eosinophil count, alors qu'ils étaient déjà traités par des ICS là-bas à forte dose, sont des gens chez qui, généralement, les choses se sont soldées par un échec. Et je termine par cette étude récente, qui est une étude anglaise qui est un peu dans la même veine que ce que l'on avait fait 2-3 ans avant. Ils ont pris des asthmatiques sévères qui avaient un FeNO qui était plus bas que 45 ppb, et ils ont comparé deux stratégies et ils ont essayé de faire de la décroissance de traitement. Et ils ont comparé une stratégie basée sur les symptômes du patient et une stratégie basée sur les biomarqueurs, le NO exhalé, le blood eosinophil count, le taux d'éosinophiles dans le sang. Et ce qu'ils ont trouvé, c'est qu'on pouvait pratiquement dans 30% des cas réduire la dose des ICS, que la stratégie qui était basée sur les biomarqueurs était même plus efficace encore pour réduire la dose des ICS. Mais donc, vous voyez, vous avez ici 30% des patients qui sont qualifiés d'asthme sévère. Ils les ont sélectionnés en excluant les gens qui étaient évidemment très éosinophiliques, parce que le FeNO en dessous de 45 permet d'exclure les gens qui sont très éosinophiliques. Mais dans cette population-là, vous voyez que vous avez une réduction possible de la corticothérapie inhalée sans nécessairement avoir une détérioration de la maladie, puisque vous voyez ici que le taux d'exacerbation, en fait, il est même plus bas dans le groupe qui est traité, dont le traitement est ajusté avec les biomarqueurs. Donc voilà, en guise de résumé, je pense que quand on a affaire à l'asthme sévère, il faut le décomposer en deux catégories. Il y a l'asthme sévère éosinophilique et puis il y a l'asthme non éosinophilique. Dans l'asthme sévère éosinophilique, vous avez des biothérapies qui sont extrêmement efficaces, les anti-interleukine 5, le dupilumab, vous avez aussi l'omalizumab. Et puis dans l'asthme non éosinophilique, vous pouvez penser à des traitements comme les macrolides, les anticholinergiques à longue durée d'action, la thermoplastie, mais vous pouvez aussi penser à un step down de la charge en corticoïdes systémique ou même inhalée. Alors voici les messages clés que je vous propose. L'asthme difficile à contrôler comprend les asthmes sévères, mais aussi les asthmes non contrôlés en raison de comorbidité ou d'un manque d'adhérence. Le pattern dit T2 est le pattern dominant dans les asthmes sévères. La réduction de l'inflammation éosinophilique par les anti-IL5, du taux d'IgE par l'omalizumab et de l'action de l'IL4, IL13 par le dupilumab réduit le taux d'exacerbation et améliore le contrôle symptomatique et la fonction respiratoire. Les macrolides, les anticholinergiques à longue durée d'action, la thermoplastie ou le tezepelumab, nouvelle molécule, sont une option pour les asthmes non T2. Il ne faut jamais oublier les comorbidités dans les asthmes difficiles à contrôler et je vous ai montré que le traitement des comorbidités pouvait améliorer la situation. Et puis, ne pas oublier non plus que le step-down dans les asthmes sévères non T2 permet une réduction de la charge en ICS, parfois en ECS, et améliore parfois aussi le contrôle de l'asthme. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci, professeur Louis, pour cette excellente conférence. Effectivement, la conférence était vraiment, vous avez fait un magnifique tour d'horizon. Avant que je commence les questions, est-ce que monsieur Dr Ibrahimi,
Tu aimerais faire un commentaire déjà? Simplement Oui. dire que j'étais époustouflé par la conférence sur l'asthme sévère, mais j'ai déjà vu une conférence à Renault il y a longtemps et je sais que c'était l'homme de la mission. Donc oui, je te laisse diriger les questions, Zine. Bien, bon, j'ai pas eu le temps de voir les questions. J'ai tellement été prise par le flux, la fluidité du discours que j'ai pas eu le temps de voir les questions. Mais apparemment, il y a des questions. Alors, les questions ont concerné à la fois le traitement, mais aussi le diagnostic d'asthme sévère. Alors, une première question de M. Ibrahimi. Alors, le taux d'éosinophiles au niveau du sang n'est pas reproductible. Les éosinophiles dans les crachats sont difficiles à avoir. Alors, comment contrer la chose? Je pense que M. Renaud a abordé cette question, je pense, en parlant de dire que, enfin, il a dit que vous pouvez le faire par nébulisation de. M. Renaud, peut-être vous voulez. Oui, non, mais c'est vrai que l'éosinophilie des expectorations, c'est une technique qui n'est pas simple. Je pense qu'elle n'est applicable que dans certains centres, mais je pense qu'à l'échelle d'un pays, on pourrait avoir des centres qui s'occupent d'asthme sévère. Et je crois que dans les centres d'asthme sévère, il faut développer cette technique-là. Donc, l'induction d'expectoration n'est pas difficile. Après, c'est le processus, enfin, comment on appelle ça, le traitement, pardon, des expectorations, hein, donc le traitement au laboratoire, le processing du sputum qui lui prend 2 heures, hein, effectivement. Donc, mais honnêtement, je pense que c'est une technique qui doit être appliquée en asthme sévère. Donc, je crois que c'est une question d'organisation. Donc, ça n'existe pas non plus en Europe du Nord. Hein, donc, mais je pense que les politiques, le GINA aujourd'hui d'ailleurs le dit hein, explicitement que dans la prise en charge de l'asthme sévère, c'est quand même intéressant d'avoir une analyse d'expectoration. Alors, pour le sang, oui, il y a une marge de fluctuation effectivement dans le sang. Mais il y a quand même des données qui montrent que si vous avez, par exemple, une fois un taux au-dessus de 400, en général, vous allez avoir très souvent des taux d'éosinophiles élevés. Mais c'est vrai que si vous avez un taux qui est à 150, ben vous aurez peut-être 210 la prochaine fois ou 130. Mais disons que ceux qui sont clairement hauts au-dessus de 400, généralement, vous allez les retrouver avec des taux plus élevés. Et ceux qui sont clairement bas, et alors là, le clairement bas, vous allez me dire, mais c'est combien? C'est qu'en général, quand on est en dessous de 150, on n'a quand même pas beaucoup de chance d'avoir des taux d'éosinophiles élevés à un moment donné. Donc, il y a quand même s'il y a une fluctuation, je dirais, entre 150 et 400, quand vous êtes hors de ces limites-là, vous pouvez quand même être qualifié de faiblement éosinophilique ou d'éosinophilique au cours du temps. Il y a des données qui le montrent quand même. Alors, il y a d'autres questions sur le taux d'éosinophiles. C'est une question de notre ami Ferdaus de Tétouan qui demande est-ce qu'un taux augmenté d'éosinophiles est un indicateur de prédiction d'un mauvais pronostic, d'une mauvaise évolution future? Alors, l'éosinophilie élevée, surtout dans les voies aériennes, mais aussi d'une certaine façon dans le sang, c'est prédictif d'une tendance aux exacerbations. Ça oui, clairement. Donc, la tendance aux exacerbations est plus forte chez les gens qui ont beaucoup d'éosinophiles dans le sang. Ça a été montré à plusieurs reprises. Je pense que c'est assez bien établi, ça. Mais d'un autre côté, c'est aussi prédicteur d'une bonne réponse aux corticoïdes. Donc, c'est aussi un point positif. C'est-à-dire que l'éosinophilie, si on ne fait rien, elle va vous conduire aux exacerbations, mais c'est un trait qui est très bien maîtrisable, à la fois par la corticothérapie et maintenant avec les nouveaux traitements biologiques. Donc, c'est à la fois une mauvaise chose, mais aussi une bonne chose, parce qu'on sait qu'on peut avoir une très bonne réponse thérapeutique. D'accord. Alors, toujours au niveau pour le dosage des éosinophiles, notre ami Latefa Shakir demande la meilleure façon pour faire cet examen, c'est-à-dire pour les expectorations induites, combien de flacons on doit faire et quel est le meilleur moment pour faire le prélèvement. Nous, on fait ça le matin.
Et en fait, la procédure, c'est 3 périodes. La procédure standard, c'est 3 périodes de 5 minutes. Donc, pendant 5 minutes, on fait inhaler le liquide salé, puis on s'arrête, on récolte, on recommence une période de 5 minutes, même chose, et on récolte. Et en général, on a un taux de succès qui est de l'ordre de 80%. On n'a pas besoin d'avoir des volumes énormes, hein, donc il suffit d'avoir des petits volumes et il faut demander aux patients de rincer la bouche parce qu'il faut éviter les cellules de la cavité buccale. On lui demande de rincer la bouche et puis de tousser pour que les expectorations soient libérées et qu'on ait un échantillon qui est représentatif des voies aériennes distales. Alors, quelle est l'indication en fait de faire cette mesure? Ce n'est pas une mesure qu'on va faire en routine, je suppose. Ah non, c'est impossible. Non, non, ça ne peut se faire qu'en milieu hospitalier et je crois uniquement, à mon avis, dans des centres qui s'occupent d'asthme sévère. Non, en médecine de première ligne ou en pneumologie libérale, ce n'est pas possible. Et alors, on peut par contre utiliser le héno-exhalé qui est un marqueur qui est assez bien lié à l'éosinophilie. Ce n'est pas parfait, évidemment. Bon, en attendant qu'il se reconnecte, ce qu'il faut retenir, c'est que pour les expectorations induites, ce n'est pas un examen que l'on va faire chez nous dans les cabinets, je suppose. Oui. C'est on le fait dans des conditions particulières et en tout cas dans un milieu hospitalier. Alors, il a parlé de remplacer ça entre guillemets par le héno-exhalé. Monsieur Louis, vous êtes là? Je pense qu'il s'est déconnecté. Il va se reconnecter maintenant. D'accord. Donc, en tout cas, c'est clair qu'il nous a expliqué que c'était clair que c'est dans l'asthme sévère. Quand on pense à l'asthme sévère éosinophilique, qu'on fait et dans des centres qui sont quand même spécialisés, parce que même en Europe, il n'y a pas beaucoup de centres qui font ça. Lui, dans son service, apparemment, ils le font de façon assez habituelle parce qu'ils ont un biais de recrutement pour les asthmes sévères. Mais dans les services de pneumo, on ne fait pas ça et on ne peut pas faire ça en libéral parce que ça prend beaucoup de temps, sauf si on veut vraiment faire des circuits de correspondants qui vont faire que de l'asthme sévère. En tout cas, je pense que même si on devait le faire, je pense que la prise en charge de l'asthme sévère doit être faite dans une réunion de RCT, de concertation multidisciplinaire. Enfin, c'est mon opinion, on va peut-être en parler tout à l'heure une fois que M. Louis se reconnecte. Mais déjà, moi, c'est mon opinion, je pense. Alors, il a dit il était en train de parler du héno-exhalé. Ouais. Alors, le héno-exhalé, nous ne l'avons pas au Maroc, à ma connaissance en tout cas. Il y a quand même deux prestataires qui le font. Je sais qu'il n'y a pas beaucoup de pneumos qui l'ont. Il n'est pas à l'hôpital. Je pense qu'en libéral aussi, il n'y a pas grand monde qui l'ait pris. Mais c'est intéressant parce que une éosinophilie sanguine qui est facile à faire avec un FeNO qui est positif permet de poser le diagnostic d'asthme éosinophilique. C'est-à-dire qu'on peut court-circuiter, à partir du moment où on a quand même un asthme sévère, on peut court-circuiter l'étape de l'expectoration induite et l'éosinophilie des crachats qui demandent beaucoup de temps. Donc, FeNO2 et éosinophilie sanguine plus de 400 avec un asthme sévère permet de dire que je suis devant un asthme sévère éosinophilique. Mais même pour le héno-exhalé, c'est pas bon, nous l'avons pas, mais on n'en a pas vraiment besoin. D'ailleurs, les dernières recommandations de l'ERS, du dernier congrès de l'ERS, ils reviennent un petit peu sur les héno-exhalés. Il y a des indications très spécifiques et quand même assez limitées. Hein. Alors, il se reconnecte, Monsieur Louis? Oui, il essaie de se connecter. Tu es en relation avec lui, oui? Oui, exactement. D'accord. Bon, on peut parler en attendant, si on peut discuter un petit peu en attendant. Alors, il a parlé pour le traitement de l'asthme sévère. Bon, on va y revenir tout à l'heure, mais juste en attendant, un petit clin d'œil quand même au laboratoire qui nous sponsorise. Il a parlé, à côté des thérapies biologiques, il a parlé de la jonction du LAMA. Et il faut savoir que notre laboratoire qui nous sponsorise aujourd'hui, ils ont un LAMA. Il a le thiotropium. Oui. Et dans les recommandations du GINA, déjà à partir de 2019, ils mettent l'adjonction de LAMA
à partir du stade 3, stade 4, si jamais l'association LABA corticoïde inhalée n'était pas suffisante. Oui. Donc, nous avons quand même de quoi travailler. Bon, c'est vrai que nous n'avons pas l'association avec les trois composants, c'est-à-dire le LAMA, le corticoïde inhalé, le LABA, mais nous avons LABA corticoïde inhalé, nous l'avons en un seul dispositif. On peut ajouter LAMA tout seul, mais apparemment, bientôt, on aura les trois dans un seul dispositif. Ça va venir bientôt. Et de toute façon, avant de prononcer l'asthme sévère, il faudrait passer par une période d'asthme difficile, c'est-à-dire que c'est un asthme qu'on n'arrive pas à contrôler, qu'on suit depuis au moins 6 mois jusqu'à 12 mois, chez qui on a essayé quand même un tas de traitements. Au départ, c'était ICS, après ICS là-bas, après ICS là-bas ou LAMA. Donc, on a à chaque fois augmenté d'un palier, selon le GINA, le niveau de traitement. Et c'est qu'à partir, et qu'on a éliminé les comorbidités comme l'obésité, comme les reflux gastro-œsophagiens, le syndrome d'apnée de sommeil, on a éliminé ces comorbidités et ça sur pratiquement 6 mois à 12 mois. Et on se rend compte qu'en fait, c'est un asthme difficile qui ne rétrocède pas sous ces traitements. Et à ce moment-là, on parle d'asthme sévère. Et c'est là où on peut sortir, demander les IgE, demander les isonéphiles et voir si le malade peut éventuellement compléter son traitement. Parce que de toutes les façons, c'est un traitement additionnel. C'est un traitement pas de première date, c'est un traitement additionnel qu'on additionne aux aides thérapeutiques. Et quand il marche, le malade retrouve son bonheur. Tout à fait, exactement. Et il faut s'assurer que le malade, qu'il s'agit bien, qu'il s'agit bien d'un asthme, déjà tu en as parlé, que le malade est bien adhérent à son traitement, qu'il est observant, qu'il n'a pas de comorbidité et que, bon, après, une fois qu'on a tout vérifié, qu'on a revu le malade et qu'on lui a posé les questions, qu'il nous a fait, qu'on voit comment il utilise son aérosol et le mieux par une chambre, parce que dès qu'on a les corticoïdes inhalés, il est conseillé de les utiliser avec une chambre d'inhalation ou un dispositif qui n'oblige pas le malade à avoir la coordination main-bouche. Après tout ça, quand on a tout éliminé, quand on a bien pris en charge notre malade, au bout du compte, l'asthme sévère est très, très rare quand même. Et dans les meilleurs pourcentages, il ne dépasse pas 4 à 5%. Ouais, c'est un asthme qui est quand même, c'est pas un asthme fréquent. Hein. L'asthme sévère est rare. C'est 5%. L'asthme difficile, on dit que l'asthme difficile, classiquement, c'est 17%. L'asthme sévère, on est dans les 5%. Et un asthme difficile, ça veut dire que c'est un asthme qu'on va pouvoir contrer et c'est un asthme en suivant la boucle de la prise en charge de l'asthmatique, on va pouvoir diminuer la charge thérapeutique, on va pouvoir descendre en palier quand c'est un asthme difficile. Ouais. Alors, des questions, on en a pas mal, hein, et on a eu beaucoup de gens, beaucoup de médecins qui ont participé. Hein. On a eu beaucoup de personnes, plus de 160. N'est-ce pas, c'est Mohamed? Oui, exactement. Oui. Oui. C'est bien, c'est un sujet intéressant. Oui. Alors, bon, on va avancer un petit peu, peut-être en attendant quitte à reposer les questions à monsieur Renaud. Notre ami Mourad Sami pose la question de savoir quel est le rôle de l'allergie, de la sensibilisation alimentaire dans l'asthme sévère. Ça, je ne sais pas. Il faut demander. Alors, déjà, l'allergie alimentaire chez l'adulte, bon, peut-être chez l'enfant, elle est beaucoup plus fréquente. Chez l'adulte, elle est relativement rare quand même. Et puis, souvent, l'allergie alimentaire n'est pas, elle est plutôt en cause dans les chocs anaphylactiques, dans les réactions anaphylactiques. Si quelqu'un lève la main qui peut répondre mieux que moi, ben, oui, tu peux lui donner le micro. Et pour l'asthme sévère, vraiment, je ne pense pas que l'allergie alimentaire soit vraiment en cause. Peut-être l'allergie médicamenteuse, notamment la prise d'anti-inflammatoires non stéroïdiens, que le malade
omet de dire au médecin, ça peut être un facteur qui entretient la sévérité de l'asthme. Également, la consommation de bêta-bloquants, la consommation d'inhibiteurs de l'enzyme de conversion, tout ça, il faut bien poser les questions parce que les malades, la plupart, bon, c'est pas toujours qu'ils vous disent. Hein. Est-ce que quelqu'un peut répondre, peut avoir un complément de réponse éventuellement? Oui, M, si quelqu'un voudrait répondre, tu lui donnes la main, s'il te plaît. Oui, M, tu m'entends? Oui, oui, parfaitement. Il n'y a personne qui a demandé la parole? Non. Mourad, Sami, tu es là? Ça te satisfait la réponse ou tu as une réponse en tête? Bien. Alors, Sami, il pose toujours la question de Sami, quel bilan pour un asthmatique sévère? Bon, Monsieur Renaud a parlé du bilan. Le bilan, d'un asthmatique sévère, c'est le bilan d'un asthmatique, mais c'est-à-dire que chez un asthmatique sévère, ce n'est pas tellement le bilan. C'est d'abord, il faut bien s'assurer s'il n'y a pas des comorbidités qui font que cet asthme soit sévère. C'est-à-dire, bon, les comorbidités, c'est la rhinite. Et une rhinite qui n'est pas traitée, c'est un asthme qui ne va pas être contrôlé. C'est pour ça qu'il faut toujours poser les questions chez notre malade asthmatique. Est-ce qu'il n'a pas de rhinite? Est-ce qu'il n'a pas… de toujours lui poser la question parce qu'il ne vient pas le dire spontanément. Et puis, il faut la traiter. Et toutes les études ont prouvé que le traitement de la rhinite améliore le traitement de l'asthme. Une bonne prise en charge de la rhinite améliore le traitement, améliore le contrôle de l'asthme. Et vice-versa, chez un malade asthmatique, tout malade qui a une rhinite, il faut systématiquement rechercher un asthme. Tout malade qui vient consulter pour une rhinite, il faut lui poser la question, est-ce qu'il n'a pas une toux chronique? Et il faut l'examiner. Est-ce qu'il n'a pas d'irascibilant? Lui demander s'il ne fait pas de chrysanthe parce qu'il ne le dit pas spontanément. La rhinite est une affection qui empoisonne la qualité de vie et le malade, des fois, est tellement embêté par sa rhinite qu'il vient nous voir pour se plaindre de ses symptômes rhinitiques et il omet de nous dire qu'il a des symptômes d'asthme. Il faut les rechercher systématiquement. Donc, en résumé, quelqu'un qui consulte pour une rhinite, on doit rechercher de l'asthme. Quelqu'un qui vient consulter pour un asthme, systématiquement, on doit rechercher une rhinite et la traiter. Alors, les autres comorbidités, c'est le reflux gastro-œsophagien. Alors, le reflux, il ne faut pas le chercher systématiquement chez un malade chez qui vous avez posé la question. Alors, très bien. Monsieur Louis, vous êtes revenu? Voilà, je suis là. Eh ben, c'est très bien. Voilà, parce qu'il y a des questions qui ont été posées. Bon, je vais vous les redire. On va poser des questions de Sami. Alors c'est notre ami Sami qui demande quel est le rôle de la sensibilisation alimentaire dans la sévérité de l'asthme. Est-ce qu'il y a une… Ça, honnêtement, je ne suis pas un expert. Je connais mal, mais je sais qu'il y a des papiers, effectivement, qui ont démontré ça. Ça a été surtout démontré chez les enfants. Chez les enfants, tout à fait. Mais j'avoue que je ne suis pas assez compétent en allergologie fine. Mais donc, oui, je crois que c'est quelque chose… Et surtout, je pense, chez les enfants qui font des crises très violentes, il faut toujours suspecter la possibilité d'une allergie alimentaire, effectivement. Mais je pense que pour des maladies comme ça n'a pas été étudié, mais en principe, sur le plan du principe, un traitement comme l'omalizumab pourrait être très utile. Hein. Donc, l'omalizumab n'a été validé que dans l'asthme sévère et aussi dans l'urticaire chronique. Maintenant, on peut l'utiliser. Oui. Mais moi, personnellement, j'ai le sentiment que c'est une molécule qui doit être formidable dans la prise en charge des allergies au sens large. Et si on a des allergies alimentaires avérées, je pense que l'omalizumab pourrait être aussi quelque chose de fort intéressant. Mais je n'ai aucune expérience. Mais je crois que c'est surtout un problème chez l'enfant, chez l'adulte, pas vraiment. C'est plutôt les allergies médicamenteuses, enfin, à mon avis, je pense. Oui, chez l'adulte, certainement. Mais ça, plus que des crises d'asthme, ça donne un peu des réactions anaphylactiques avec des urticaires généralisés, donc plus que des crises d'asthme. On en a parlé tout à l'heure.
Alors, Dr Samy demande aussi quel bilan pour un asthmatique sévère. D'abord, prouver l'asthme, hein, c'est très important, certainement. Et puis le bilan, moi je crois qu'il faut quand même faire un scanner thoracique chez un asthmatique sévère, c'est utile pour voir la texture du parenchyme pulmonaire, pour voir s'il n'y a pas des bronchectasies. Donc je crois, il faut faire une investigation ORL, voir s'il n'y a pas une rhinosinusopathie, ça me paraît important. On en a parlé, tout à fait. Et puis alors, je crois qu'il faut faire la prise de sang, et puis pour ceux qui peuvent, une analyse d'expecto quand on peut le faire, mais au moins une prise de sang, ça me paraît tout à fait essentiel aussi. Donc, la sphère ORL, le scanner thoracique et la prise de sang. Je pense que c'est deux choses qui sont nécessaires. Alors, tout à l'heure, on a parlé aussi du NO exhalé parce que vous étiez en train de dire que, avant que vous ne soyez coupé, que dans le NO exhalé pourrait être, on pourrait utiliser ça à la place des sputum, oui. Oui, oui, à la place des sputum, yes, that's it. Ouais. OK. Alors justement, le dernier congrès de l'ERS, il a désenchanté un petit peu par rapport au NO exhalé. Peut-être que ça a des indications particulières quand même. Il a quoi, vous dites? Il n'était pas favorable. Oui. C'est-à-dire que la place du NO exhalé n'est pas très actuellement, il n'accorde plus beaucoup d'intérêt au NO exhalé. Le dernier congrès. Moi, personnellement, je pense que le NO exhalé est surtout utile dans les asthmes légers, en première ligne, parce que si effectivement vous avez dans le diagnostic, je pense qu'il peut avoir une place comme aide au diagnostic après la spirométrie, mais dans l'asthme sévère, je préfère nettement l'analyse des expectos, mais il faut dire que le NO exhalé, si vous regardez les études avec le dupilumab par exemple, ceux qui ont un NO exhalé qui est élevé répondent bien au traitement. Donc ça peut être un élément intéressant prédictif de la réponse à certains médicaments et en particulier au dupilumab, que je n'ai jamais utilisé parce que nous ne l'avons pas encore en Belgique non plus. Mais donc cet anti-IL4, IL13, il semble que les patients qui ont un NO exhalé élevé sont des patients qui répondent très bien. Mais c'est moins, ce n'est pas équivalent au sputum, donc c'est moins riche parce que vous ne savez pas voir s'il y a des neutrophiles, vous pouvez suspecter qu'il y a des éosinophiles, mais par ailleurs, c'est un reflet de l'activation de l'épithélium bronchique qui est activé et je pense que c'est complémentaire. D'accord. Alors, une question de Madame Outlha. C'est pratiquement la même chose. Quels sont les examens complémentaires nécessaires à réaliser chez un asthmatique sévère avant sa prise en charge? Voilà, donc comme je l'ai dit, bien sûr, les tests fonctionnels respiratoires, hein, ça c'est fondamental, c'est la première chose à faire. Je pense qu'il faut faire aussi une prise de sang avec les IgE, les éosinophiles du sang, sans discussion. Il faut faire, je crois, une investigation ORL. Et je pense que c'est utile d'avoir un scanner thoracique au moins une fois chez un asthmatique que l'on qualifie de sévère. Et donc, j'insiste sur le fait que pour pouvoir qualifier un asthmatique de sévère, il faut attendre, il faut l'avoir suivi pendant plusieurs mois. Hein, ça, c'est important. On ne va pas, à la première consultation, pouvoir dire que ce patient-là a un asthme sévère. Eh bien. Alors, excusez. Alors, bon, ça on l'a déjà dit, combien de flacons, on en a parlé. Alors, un médecin, bon, il n'y a pas de nom, est-ce qu'il y a une indication? Là, on en arrive déjà au traitement. Bon, là, je vais défiler les questions comme elles se présentent à moi parce que je n'ai pas eu le temps, désolé, de faire une synthèse des questions. Alors, donc, je vais les poser telles qu'elles se présentent, dans l'ordre où elles se présentent. Alors, est-ce qu'il y a une indication à traiter par omalizumab au-delà de 800, au-delà de IgE supérieur à 800? Et après avoir éliminé une aspergillose ou une parasitose. Je suppose que la question est posée dans la mesure où dans votre conférence, vous avez parlé d'un seuil à 700. Tout à fait.
Donc, les études cliniques ont été faites avec des gens entre 30 et 700. Voilà, Mais il y a des cas cliniques rapportés d'une efficacité du médicament jusqu'à 1500. Donc, aujourd'hui, l'Agence européenne du médicament accepte que l'on donne le traitement pour des taux qui vont jusqu'à 1500. Mais ça n'a pas été étudié sur des larges cohortes, mais nous pouvons le faire. Enfin, c'est-à-dire qu'il faut avoir l'accord des mutuelles, ça dépend d'un pays à l'autre. Mais sur le plan médical, c'est justifié de pouvoir le faire jusqu'à des taux de 1500, effectivement. Mais par contre, au-delà de 1500, non. Là, il n'y a pas de données suffisantes. Alors, l'omalizumab, c'est le Xolair. Oui, Il est rentré chez nous. Il est au Maroc actuellement, hein. oui, c'est ça. Oui, il est au… Alors, docteur Rakik, quelle est la répartition de l'asthme sévère selon l'âge et le sexe? Bon, il ne dit pas dans quel pays, il parle ça peut-être en général. Alors, oui, l'asthme sévère, c'est plus fréquent chez les âgés, hein. Donc, clairement, l'asthme sévère chez les sujets jeunes, c'est rare. Et donc, ça, on le voit très clairement dans des cohortes qui ont été publiées récemment. Vous voyez que l'asthme avec le STEP 4 and 5 du GINA, ce sont des gens de plus de 50 ans. Donc, pour moi, l'asthme sévère, c'est surtout une maladie des gens de plus de 50 ans. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas en avoir un peu plus jeune, hein, mais en général, ce sont des gens qui sont plus âgés. Donc, et pour le sexe, c'est une dominante de femmes, mais ça, comme tous les asthmes. À part les asthmes du jeune enfant, qui sont plus fréquents chez le garçon, dès que vous êtes à l'âge adulte, c'est plus fréquent chez la femme. Donc l'asthme sévère ne fait pas exception. Il y a plus de femmes, c'est de l'ordre de 60% de femmes. Ce sont des gens qui ont, quand on voit nos moyennes d'âge dans nos cohortes d'asthme sévère, on a des moyennes d'âge qui sont souvent entre 50 et 55 ans, les moyennes. Donc ça veut dire que bon, il y en a qui sont plus jeunes, mais alors que si vous prenez des asthmes légers, vous allez souvent avoir des gens qui sont plus jeunes quand même. Ouais. Alors, chez nous au Maroc, bon, on n'a pas les chiffres exacts, enfin à ma connaissance du moins, mais ça semble être le même profil. Oui. L'asthme au Maroc, bon, après l'étude ISAC qu'on avait faite et aussi avec l'étude ERMAC, on est quand même à une prévalence qui peut aller jusqu'à 20% dans certaines régions. Mais ça, c'est de l'asthme en général. Mais par rapport à l'asthme sévère, je ne sais pas. À ma connaissance, je ne sais pas quelle est la prévalence. Mais ça doit être rare tout de même. Je pense que c'est assez rare. Mais chez les enfants, je pense que c'est rare. Personnellement, je crois que chez les adolescents aussi, il y a beaucoup des asthmes difficiles à contrôler chez eux, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas adhérents à leur traitement, mais des asthmes réellement sévères, c'est quand même… Nous, dans notre expérience de biothérapie, on peut en donner jusque chez les enfants à partir de 12 ans, mais on a très peu d'adolescents, quoi, très très peu. On en a quelques-uns, mais pas beaucoup. D'accord. Alors, une question de Madame Boisla qui demande jusqu'à quel taux d'éosinophile on peut être safe par rapport… je n'ai pas compris la question. Jusqu'à quel taux d'éosinophile on peut être safe par rapport à anti-éosinophilie? Je ne sais pas. Ah, je pense peut-être oui, qu'elle rejoint la question précédente par oui. rapport jusqu'à quel taux on peut donner peut-être. Oui, ou bien est-ce que ce n'est pas dangereux de ne plus avoir d'éosinophile dans le sang? C'est une bonne question. On ne sait pas ça. Donc, notre expérience avec le mépolizumab, hein, quand on utilise le mépolizumab, on a des taux d'éosinophiles dans le sang qui baissent aux alentours de 50, entre 50 et 100 en moyenne dans nos séries par microlitre. Si on utilise le benzralizumab, qui est l'anti-récepteur à l'interleukine 5, on a des taux qui sont proches de zéro. Et donc, effectivement, ça, c'est à nous à suivre les malades parce qu'on ne connaît pas la conséquence à très long terme, évidemment, de vivre avec très peu d'éosinophiles. Parce que certains disent que les éosinophiles peuvent être utiles dans l'immunité innée, hein, donc il y a des gens qui disent ça. Donc, il faut être attentif, il faut être prudent, effectivement. Mais ce que je peux dire, c'est que quand on utilise ces produits-là, le taux d'éosinophiles dans le sang diminue drastiquement. Et on a généralement un taux qui est en dessous de 100 par microlitre, certainement. Ouais. Ouais. Alors, question de monsieur Dr Moussati. Quel est le pourcentage des asthmes qui débutent à l'âge jeune et persistent toute la vie? C'est une bonne question. Il semble, le pourcentage, j'avoue que je ne sais
j'aurais du mal à répondre. Je dirais que bon, les atopiques, hein, donc, qui souvent débutent tôt dans la vie, je vous ai dit, ça représente plus ou moins 60% de nos cohortes. Alors, est-ce qu'ils débutent vraiment tous les atopiques dans l'enfance ou bien est-ce qu'il y en a qui sont atopiques et qui débutent après? Je crois qu'il y a un mélange des deux. Ce que je peux dire, c'est que on a le sentiment de plus en plus, en regardant les données de nos patients, que le fait d'être atopique et d'avoir un asthme qui a commencé tôt dans la vie, si il n'a pas été très sévère d'emblée, c'est un facteur qui ne va pas poser de problème dans la vie. Donc, en d'autres termes, on a pas mal d'asthmatiques qui ont commencé de l'asthme quand ils étaient enfants et que l'on trouve parfois à 50, 60 ans et qui vont très bien et qui ont des VEMS normaux. Donc, ils n'ont pas eu de décroissance de la fonction respiratoire au cours du temps. Il semble quand même que les asthmes qui débutent tardivement sont des asthmes qui sont plus agressifs pour le déclin de la fonction respiratoire que les asthmes qui ont commencé très tôt. En général, hein, parce que bien sûr, il y a des asthmes, bon, on connaît tous des patients qui sont asthmatiques depuis l'enfance et qui ont des VEMS qui sont abaissés. Mais globalement, on a le sentiment que beaucoup de patients qui sont asthmatiques, qui ont commencé de l'asthme quand ils étaient enfants, finalement s'en sortent assez bien quand ils sont à l'âge adulte. Pour autant qu'ils n'aient pas fumé, qu'ils aient vécu correctement, quoi, hein. Mais l'atopie en tant que telle, dans les études transversales, sort même parfois comme un facteur peut-être protecteur contre une évolution mauvaise de l'asthme. C'est intéressant, hein, et surtout, l'atopie, généralement, les formes d'éosinophilie dans l'atopie, en général, répondent assez bien aux corticoïdes inhalés. Alors que on a plutôt dans les asthmes non atopiques qui sont tardifs dans la vie, on a des formes dans lesquelles on a l'impression que les corticoïdes inhalés ne suffisent pas, et c'est chez ceux-là qu'on a des effets remarquables des biothérapies, par exemple. Il y a un papier intéressant qui est sorti dans le Lancet cette année, auquel on avait participé, avec le benralizumab. Et donc, ils ont fait une stratification en fonction de l'âge, du début de la maladie. Et ce qu'ils ont montré, c'est que le benralizumab, ces anti-L5, sont surtout efficaces dans les asthmes qui ont commencé après 18 ans. Par contre, si on prend les asthmes qui commencent tôt dans la vie, avant 18 ans, eh bien, les anti-L5 marchent moins bien. Ce qui suggère que dans ces formes qu'il y a des différences, à mon avis, de mécanismes moléculaires entre les asthmes du sujet jeune et les asthmes du sujet âgé, même s'ils ont tous les deux des éosinophiles. Ce n'est pas les mêmes maladies, probablement. OK. Alors, toujours notre ami Firdaus Sahnoun, en sachant que le taux d'éosinophiles ou d'IgE pourra être diminué par une prise de corticoïdes orale ou bien élevé lors d'une exacerbation, vous préconisez quel délai pour faire le dosage après corticothérapie ou à distance d'une exacerbation? Merci. Ah oui, c'est une bonne question. Je pense que pour les éosinophiles, je crois qu'il faut attendre au moins 4 semaines. Hein. Si vous donnez une cure de Medrol, il faut attendre 4 semaines pour voir le taux d'éosinophiles remonter. Ça me paraît au moins le minimum. Les IgE, les corticoïdes sur les IgE, c'est plus débattu. Je dirais la même chose probablement, hein, mais l'impact des corticoïdes sur les IgE est beaucoup moins fort que sur les éosinophiles du sang. Là, c'est très fort. Hein. Quand vous donnez une cure de Medrol, vous voyez les éosinophiles qui s'effondrent, quoi, hein. Et donc, il faut attendre quelques semaines pour qu'ils remontent à des taux classiques. Ouais, ouais. D'accord. Une question, je vous pose un petit peu en dehors. Vous parlez beaucoup du Medrol. Oui, le Medrol, c'est la méthylprednisolone. Non, je sais, parce que nous, on utilise plutôt la prédnisone. C'est par rapport pour éviter l'insuffisance surrénalienne que vous utilisez le Medrol? Non, c'est celui qu'on a en Belgique. Non, je ne pense pas. Ah, d'accord. C'est juste différent. Je crois parce que nous, on utilise plutôt la prédnisone. Ah oui, la prédnisolone. Nous, c'est le méthylprednisolone. D'accord, très bien. Très bien. Alors, pour les asthmatiques, une autre question. Pour les asthmatiques atopiques et aussi hyperéosinophiliques, on donne les anti-IgG et aussi les anti-interleukine 5. On n'a jamais combiné les deux. Non, ça coûte trop cher, donc on doit faire un choix. Alors moi, personnellement, en clinique, si j'ai un patient qui a des taux d'éosinophiles très élevés, par très élevé, je dis au-dessus de 500 dans le sang, je vais donner priorité à l'anti-interleukine 5.
Si j'ai un patient qui a des éosinophiles en dessous de 500, qui a un contexte allergique clair, je donnerai priorité à l'anti-IgE. Donc, moi, je me base un peu sur le taux des éosinophiles du sang. Quand ils sont vraiment très élevés, et par très élevés, je dis au-dessus de 500, je n'hésite pas, alors je vais vers l'anti-L5. Quand ils sont en dessous de 500, s'il y a un contexte allergique, je pense que l'oxolaire est une bonne piste. Ouais. Alors, on a une question de notre vice-président de l'AFMAPAC, Dr Tsebaï, qui vous remercie bien sûr pour cette belle présentation et qui pose la question, dans notre pratique, on rencontre des asthmes sévères non atopiques tardifs post-infection pulmonaire en dehors des pneumopathies atypiques. Est-ce que c'est un phénotype à part? Des asthmes non atopiques après une infection pulmonaire. Après une infection, oui, c'est une bonne question. Je vous ai dit qu'on avait récemment analysé nos sérologies chlamydia et mycoplasme et qu'effectivement, on trouve... D'abord, c'est plus fréquent chez les gens plus âgés, je suis d'accord avec votre collègue, et ce sont plutôt effectivement des asthmes non éosinophiliques que nous on trouve. Donc, ils sont un peu à part, effectivement. Et s'il fallait traiter ce genre de patients, je donnerais peut-être la préférence alors à essayer des macrolides en traitement chronique. Oui, pourquoi pas, oui, tout à fait. Alors, notre ami Abdullah Taïb, alors, il pose la question, quels sont les effets secondaires des anticorps monoclonaux dans l'asthme? Ah, c'est une bonne question. On n'a pas beaucoup décrit d'effets secondaires jusqu'à présent, hein, donc, mais on a un recul. Alors, pour l'anti-IgE, maintenant, on a 10 ans de recul, donc globalement, ça semble assez rassurant. L'anti-L5, on a beaucoup moins de recul. On a ça à notre disposition que depuis fin 2016. Donc, ça fait 2017, 18, 19, 20. Donc, nous n'avons les anti-L5 que depuis 4 ans. Donc, des effets aigus, il n'y en a pas. Honnêtement, c'est bien toléré. C'est des molécules bien tolérées. Les gens ne font pas beaucoup de réactions adverses. Mais par contre, les effets à long terme sont encore à décrire, certainement. Il faut être prudent, il faut regarder, il faut observer les patients qui sont traités, être vigilant et c'est comme ça qu'on décrit parfois des effets secondaires, quoi. Mais c'est la responsabilité du médecin d'être attentif, quoi. Alors, M. Elmerini demande quelle est la place du sulfate de magnésium en cas. Alors, je ne sais pas, je n'ai pas compris, enfin, moi, je ne sais pas, AAG. C'est dans la crise. C'est dans la crise d'asthme aigu en général qu'on donne. Ah oui, asthme aigu. Oui. Il a marqué AAG, donc ça doit être ça peut-être. C'est dans quelle est la place dans l'asthme aigu alors? Oui, c'est ça. Asthme aigu grave peut-être, voilà, c'est ça qu'il a voulu dire. C'est ça, asthme aigu grave. Je ne travaille pas dans les services d'urgence, donc j'en vois pas beaucoup, mais c'est vrai qu'on voit ça recommandé de temps en temps. Je crois que ça ne fait pas de tort, hein. Donc personnellement, je pense qu'on peut le donner en complément des aérosols en bronchodilatation et de bronchodilatation en nébulisation et puis les corticoïdes systémiques. Je crois que c'est cette façon-là qu'on traite l'asthme aigu. Je n'ai rien contre l'utilisation du magnésium, non. Mais je n'ai pas d'expérience personnelle. Donc, mais ce n'est pas consensuel, je pense. Honnêtement, je vois très peu de malades comme ça parce que d'abord, on voit beaucoup moins de malades maintenant par rapport à l'époque où j'étais jeune, où on voyait des gens qui arrivaient aux soins intensifs. Nous, on n'en voit quasi plus parce que les corticoïdes inhalés avec les LABA ont quand même terriblement amélioré la situation. Donc, mais traiter des asthmatiques graves qui arrivent aux urgences, je ne le fais quasi jamais puisque je ne travaille pas dans le service d'urgence. Donc, je n'ai pas cette sensation, ce feeling clinique pour le magnésium. Je ne peux pas vous dire. D'accord. Alors, Madame Herdley, elle pose la question, quelle est la place de la désensibilisation? Alors, la désensibilisation, on l'évoque dans les asthmes allergiques aux acariens. Mais vous savez qu'on dit qu'il faut que le VEM soit au-dessus de 70%. Donc, il y a pas mal d'asthme sévère. Ce n'est pas dans l'asthme sévère, hein, il faut déjà dire ça. Ah, oui. Il faut, oui. Oui, il faut des VEM au-dessus de 70%. Je ne suis pas contre. Je pense que c'est un traitement qui marche. Le concept, il est valide. Le problème, c'est le coût des traitements aussi et qui ne sont pas remboursés chez nous. Donc, les gens doivent assumer eux-mêmes le coût. Et voilà. Mais des effets, il y a des effets biologiques et immunologiques de l'hyposensibilisation. Ça, c'est certain. Donc, je crois que ça peut être utile, surtout pour les acariens, à mon avis.
Mais il faut suivre le malade, il faut s'assurer qu'on ne fait pas plus de tort que de bien, parce que parfois on a des gens qui développent plus de symptômes. Donc, il faut suivre le malade. Mais sur le principe de l'immunothérapie, je pense que c'est un principe qui est valide, hein, clairement. Donc, Oui, oui, tout à fait. Alors, la désensibilisation chez nous au Maroc, elle est l'immunothérapie orale et elle est remboursée, pas par toutes les boîtes. Par certaines assurances, elle est remboursée. c'est ça. Et c'est sûr qu'il est démontré que maintenant l'immunothérapie est efficace quand l'indication est bien posée. Mais comme vous avez si bien dit, il faut toujours qu'on ait un bon VMS. Voilà. Il n'est pas question d'aller faire une désensibilisation chez un asthmatique sévère avec un VMS parce qu'il y a un risque quand même. Tout à fait. Et vous faites les immunothérapies sous-cutanées ou bien par voie de Oui, alors avant on avait la Lustal, on travaillait avec l'immunothérapie sous-cutanée pendant très très longtemps, jusqu'à l'année dernière. Et puis là, on est à court de traitement, si bien qu'on a dû tout arrêter au niveau du Maroc. Alors, ils vont probablement pas rentrer la Lustal. Ils vont pas. On travaille nous avec Stalergen. Au Maroc, on aura probablement que l'immunothérapie orale parce que c'est la tendance pour Stalergen actuellement. C'est ça. L'immunothérapie sous-cutanée, peut-être que l'envoi au Maroc, peut-être d'ailleurs en France, ils ne la font plus. Ils la font Et au plus. Maroc, elle est en train de diminuer petit à petit, quoique c'est une bonne arme de traitement quand même. Ah, contre les allergies, sûrement, oui, oui, tout à fait. Alors, question de monsieur Dr Zizi. À partir de quel âge on peut utiliser les traitements biologiques? En Belgique, chez nous, c'est 12 ans. Mais je pense que ça peut varier, mais je pense que les anti-L5, ils ont même l'autorisation jusque 6 ans, mais ça, je n'en ai aucun. Mais disons qu'on a des adolescents, nous, que l'on traite. Mais on n'en a pas beaucoup, comme je vous ai dit, parce que je pense honnêtement que l'asthme sévère, vrai, chez les adolescents, il n'est pas si fréquent que ça, quoi. Parce que vous avez parlé de l'indication dans les dermatites atopiques sévères pour l'interleukine 5. Non, l'interleukine 4, le dupilumab. L'interleukine 4, dermatite sévère, c'est chez l'enfant, je suppose. Ou... Tout à fait, oui, mais parfois chez l'adulte aussi, hein. On a des patients non, adultes. ce que je veux dire par là, c'est qu'on peut déjà la donner chez l'enfant. On pourrait, mais je sais pas en Belgique si on utilise chez l'enfant l'anti-interleukine 4. J'en sais rien. C'est une bonne question. Je sais pas. Mais je sais qu'il est validé, mais je ne sais pas s'il y a un âge limite. Mais nous, en pneumologie, on ne peut pas le donner encore. On espère dans quelques mois, mais on ne peut pas encore. Alors, docteur Bengerba, alors elle est pas du Maroc, je pense. Je ne sais pas si Mohamed Ibrahimi. Qu'est-ce que tu penses? Nassera Bengerba. C'est une collègue, je crois, de Tunisie, peut-être, ou d'Algérie, je ne sais pas. En tout cas, la question qu'elle pose, l'asthme sévère non T2, se rapproche sur le plan biologique et thérapeutique de la BPCO. Qu'en pensez-vous? Oui, je pense qu'elle a raison, parce que dans l'asthme sévère non T2, on a une partie d'entre elles sont des gens qui ont beaucoup de neutrophiles et oui, ils se rapprochent un peu de la BPCO, je suis assez d'accord. Et c'est pour ça que j'ai dit que dans l'asthme sévère non T2, on peut utiliser des LAMA, on peut aussi utiliser des macrolides, un peu ce qu'on fait aussi dans la BPCO. Donc oui, je suis assez d'accord. Oui. Même s'il y a des BPCO parfois qui ont des eosinophiles. Hein. Mais bon, la dominante, la plupart du temps, les BPCO sont plutôt une inflammation neutrophilique. Et dans les asthmes sévères non T2, effectivement, on a une bonne partie d'asthme neutrophilique, c'est juste. Mais on a aussi des asthmes, mais c'est plus rare, paucigranulocytiques, c'est-à-dire qu'on n'a ni eosinophile ni neutrophile. Mais effectivement, la proportion d'asthme neutrophilique, si on cible les asthmes sévères non T2, bah, on va en trouver, oui. Oui. D'accord avec ce commentaire. Peut-être là, c'est la co aussi. Hein. La co, oui, oui. Mais ça, c'est vaste, c'est compliqué, la co. Oui, peut-être c'est une nouvelle entité qui est en train de naître, on ne sait pas, je ne sais pas. Tout à fait. Alors quoi d'autre? Bon, Mounia Al-Hello, docteur Al-Hello, bon, merci pour cette belle présentation. S'il vous plaît, est-ce que le syndrome hyperéosinophilique idiopathique avec asthme et corticothérapie au long cours est-il une indication auxiliaire
ou aux anti-interleukine 5? Oui, oxalaire, sûrement pas. Ce n'est pas la bonne indication. Aux anti-interleukine 5, oui. Alors, pour revenir là-dessus, l'oxalaire, on a testé l'effet du oxalaire sur l'inflammation eosinophilique ça, chez nos patients. Donc, quand on donne du oxalaire aux patients, on voit les eosinophiles qui diminuent dans les bronches. Donc, dans le sputum, on voit une diminution, mais pas dans le sang. Donc, c'est intéressant parce que c'est différent de ce qu'on observe avec un anti-interleukine 5 qui, lui, diminue à la fois dans le sang et dans les voies aériennes. Donc, quelqu'un qui a un syndrome hyperéosinophilique, qui a des eosinophiles partout, qui en a plein dans le sang, donner du oxalaire, ça ne sera pas utile. Ça ne va pas permettre de maîtriser les choses. Non, parce qu'en fait, je crois que l'oxalaire, ce qu'il fait, c'est qu'il empêche l'activation IgE dépendante dans les muqueuses. Et on sait que cette activation IgE dépendante induit une éosinophilie dans les voies aériennes. Et donc, en bloquant l'activation IgE dépendante, on bloque l'éosinophilie des voies aériennes. Mais l'oxalaire n'a pas un impact au niveau de la moelle, au niveau de la différenciation des éosinophiles. Donc, il a peu d'effet sur le sang. D'accord. Alors, Madame Sana Mourad, est-ce que l'aspergillose bronchopulmonaire allergique est un diagnostic étiologique ou bien différentiel de l'asthme sévère? C'est les deux, quoi. C'est différentiel et je pense que l'aspergillus joue un rôle effectivement dans la pathologie, dans les bronchectasies, tout à fait. C'est la raison pour laquelle j'ai dit que quand on avait un asthme sévère, je pense que ce n'est pas un luxe de faire un scanner thoracique pour bien voir le dessin bronchique. Donc, je crois vraiment. En plus de faire la prise de sang et de dépister, bien sûr, le taux des IgE contre l'aspergillus, de mesurer les IgE totales, et les éosinophiles, hein, qui sont en général très élevés dans la BPA. Hein, donc, mais voilà, c'est une forme particulière d'asthme sévère, oui, compliquée, effectivement. Alors, docteur Shakir, est-ce que le taux des éosinophiles chez un asthmatique sévère est maximal au cours de l'exacerbation? C'est une bonne question. Alors, il y a deux types d'exacerbations. Il y a des exacerbations éosinophiliques, clairement, où vous avez, au moment où le patient fait son exacerbation, vous voyez les taux dans le sang qui sont très élevés. Et chez ces patients-là, les corticoïdes marchent remarquablement. Et puis, à côté de ça, vous pouvez avoir des exacerbations d'asthme qui ne sont pas liées à des poussées d'éosinophilie. Et je pense, par exemple, aux infections virales. Vous faites un rhinovirus, eh bien, vous pouvez avoir une exacerbation d'asthme bronchospastique, il n'y aura pas nécessairement une poussée massive d'éosinophilie. Donc, c'est pas toujours, une exacerbation n'est pas toujours associée à une poussée d'éosinophilie. Non. D'accord. Alors, Madame Morad, le lama serait-il efficace en cas d'asthme sévère hyperéosinophilique? Non. Non, en fait, ça, on a eu 2-3 cas, clairement, ça ne marche pas. Donc, quand vous avez un asthme sévère et hyperéosinophilique, ce n'est pas en donnant un anticholinergique que vous allez améliorer le patient. Non, certainement pas. Il faut d'autres médications. Ce n'est pas du tout le traitement de choix pour moi. L'anticholinergique est plus efficace dans les asthmes sévères non T2. Ouais. Ou alors les asthmes sévères non T2 ou qui ont des grandes réversibilités et qui ont ce qu'on appelle des labilités bronchiques, quoi. Ok, alors Maria Barada, coucou Maria, ça va? C'est une question pour Dr Ibrahimi. C'est Mohamed? Bon, on reviendra à la question après parce qu'apparemment il est occupé. Alors, Madame Snoussi, Dr Snoussi, alors pose une question. Attendez. Alors, merci. Malheureusement, je n'ai voir que la fin. Bon, peut-on avoir non, c'est bon. Alors, Maria Barada, quel est le traitement, la durée du traitement par l'azithromycine dans les asthmes graves non T2? Moi, une fois que je commence le traitement, je revois les patients après 3 à 6 mois. Et s'ils trouvent qu'il y a une amélioration, c'est un traitement au long cours. J'ai des patients que j'ai traités pendant plusieurs années. Donc, ça peut être un traitement de fond pendant de nombreux mois. Mais en général, quand les gens en tirent bénéfice, ils s'améliorent assez rapidement. Hein. Après 3 mois, on a déjà une idée, hein, clairement. Très bien. Alors, docteur Ilham, quel dosage des IgE est à réaliser en premier
En premier lieu, est-ce que c'est sanguin ou est-ce que c'est dans l'expectoration? Ah, les IgE, non, on les mesure dans le sang, ce n'est pas dans les expectorations, les IgE, non. Ça, on l'a déjà fait pour de la recherche, mais ce n'est pas en clinique, ça, non, non. Et lequel est recommandé en premier? Voilà, donc vous avez déjà répondu. Oui, c'est le sang, bien sûr. D'accord. Alors, Madame Boesla, le taux très bas d'éosinophile après anti-IL interleukine, oui. Est-il safe ou non? Bonne question, on ne sait pas. Jusqu'à présent, on n'a pas de démonstration qu'il y a une augmentation des risques de pathologie tumorale ou de pathologie infectieuse, mais il faudra surveiller, effectivement. Est-ce qu'il y a un taux maximum bas pour lequel il faudrait arrêter le traitement? Non, non, parce que je vous ai dit, avec le benzralizumab, on a des taux pratiquement à zéro dans le sang. Mais voilà, pour l'instant, on a un recul de 3 ans avec le benzralizumab. On n'a rien vu de catastrophique avec ça pour le moment. Donc, non, on n'a pas, peut-être qu'on le dira dans le futur, hein, mais aujourd'hui, il n'y a pas un taux seuil où on dit vous ne pouvez pas descendre en dessous de tel seuil d'éosinophile. On ne le dit pas. Mais on a des gens dont le taux baisse très, très fort, hein, ça c'est sûr. Oui. Docteur Benknida, quelle est la part des asthmes associés au vascularite, à l'aspergillose allergique et à la maladie de Carrington dans les asthmes sévères? C'est une proportion faible. Hein. Donc, honnêtement, dans le registre de l'asthme sévère, sur 1000 patients, je crois qu'on a très, très peu de vascularite. À mon avis, ça représente moins d'1%. Hein. C'est, je dirais, entre 1 pour 1000 et 1%. Hein. Donc, c'est relativement faible. Hein. Heureusement. Alors, Monsieur Mani, pourquoi spécialement l'azithromycine? Bon, c'est celui-là qui a été testé, hein, c'est celui-là qui a été testé dans les études, mais on pourrait imaginer un autre macrolide, hein, la roxythromycine, ou oui, pourquoi pas, mais c'est essentiellement l'azithro qui a été testé. Alors faut-il, docteur Bengerba, faut-il rechercher la vascularite systématiquement dans l'asthme sévère? Mais oui. Je dirais que si vous avez le sentiment en clinique, si vous faites le scanner thoracique et que vous avez des infiltrats, oui, il faut le rechercher. Si vous avez un patient qui a d'autres symptômes que l'asthme, qui a des problèmes de neuropathie, qui a des problèmes, petite insuffisance rénale, oui, bien sûr, qu'il y ait des problèmes cutanés, il faut. Mais je veux dire, la plupart des asthmes sévères, heureusement, n'ont pas de vascularite. D'accord. Alors, c'était Mohamed Ibrahimi, une question pour toi. Madame Maria Barada te demande pour le NO, est-ce qu'il y a des prestataires au Maroc qui le font? Prestataires qui le font au Maroc. Je pense que Oxydome l'ont et Distamed ils l'ont, les deux. Très bien. Alors, question, Monsieur Louis, encore, bon, excusez-nous, on vous a bombardé de questions, mais c'était tellement intéressant et vous parlez tellement bien. Alors, Madame Hegli, asthme sévère plus, s'il y a un DDB en plus, est-ce qu'il faut se soucier pour diminuer la dose des corticoïdes inhalés? Tout à fait, c'est une excellente remarque. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Je pense qu'il faut être prudent avec les corticoïdes inhalés. D'ailleurs, j'ai essayé de vous le dire. Hein, donc, je pense qu'on a été, à mon avis, trop léger avec les corticoïdes inhalés. On en a donné beaucoup. Et alors, moi, quand j'ai des gens avec des bronchectasies, c'est la dose minimale, certainement. Donc, il faut parfois… Alors, il y a des patients hein, qui ont des bronchectasies et des éosinophiles. Et donc, avec ça… on fait ce qu'on peut, quoi, parce qu'on donne les corticoïdes pour les éosinophiles, mais on essaye de ne pas trop en donner parce qu'il y a des bronchectasies et qu'il y a un risque infectieux. Oui, oui, tout à fait. Donc, c'est vraiment une raison pour essayer d'aller vers des taux bas. Je pense que moi, j'ai vécu la période au début des années 2000, à la fin des années 90, où on donnait de la fluticasone à 1000 microgrammes à tout le monde. On en est revenu. Hein, donc, je crois qu'on essaye de donner des doses plus basses maintenant. Et alors, parfois, si on voit qu'il y a une inflammation éosinophilique résiduelle, alors je monte la dose jusqu'aux doses maximales de corticoïdes inhalés. Et si ça ne va toujours pas, on va vers les traitements biologiques. Donc, mais je pense qu'il faut se garder de monter la dose de corticoïdes inhalés sans explorer le patient plus en détail au niveau du processus inflammatoire, vraiment. Alors, l'asthme sévère peut-il être récent mais aussi ancien?
Ben, il faut au moins un recul de, je vous l'ai dit, de quelques mois hein, pour pouvoir qualifier un asthme sévère. Donc, il faut au moins un asthme qui évolue depuis 6 mois, je dirais 3 à 6 mois pour pouvoir dire qu'il est sévère, quoi, hein. Zineb, Oui, il est 22 heures chez on va résumer, Renaud. d'accord? On résume rapidement. Bon, donc il y a encore beaucoup de questions. Je sais, bon, il ne faut pas que les gens soient frustrés non plus, mais des questions qui ont déjà été. Alors, est-ce qu'on a un échappement thérapeutique? Bon, vous voulez Ouais, qu'on arrête? ouais, je pense parce que Alors, on D'accord. peut aller on peut encore faire 5 minutes hein, si vous voulez. Donc, voilà. Oh, il y en a des questions, hein? Ben, de toute manière, Monsieur Louis, je pense que vous avez un webinaire bientôt avec Respire, Ben, oui, le 1er juin. le 1er juin, oui, oui. Et c'est pour qui ça alors? Ben, c'est pour moi, pour nous. Oui, mais pour les pneumologues aussi, quoi. Donc, Oui, pour des pneumologues et vraiment, bon, peut-être bon, ils auront le loisir de poser les questions, hein. oui, mais c'est la thématique, c'est la même que ce soir. Ben, c'était justement la thématique que nous avions proposée à Respire, mais ça rejoint un petit peu. Oui, mais ça va. Mais C'était de l'asthme difficile à l'asthme sévère. je peux refaire la même conférence, quoi. Donc, voilà. Oui, Ben, pratiquement. oui, ça va. Je suis désolée, hein. Non, non, mais il n'y a pas de quoi, ça va. Parce qu'en fait, c'était ça le sujet. Bon, mais bon, de toute façon, c'est pratiquement le sujet de la MAPAT aussi, donc il n'y a pas de souci. Alors, je pense qu'il se fait tard. Chez vous, il est déjà 23 heures, je suppose. 22, 22 heures. Chez vous, 22 heures? Oui, ben, c'est tard, donc je pense qu'on va, on va arrêter. Arrêtez, oui. Et puis, on se revoit le 1er juin. D'accord, très bien. C'est le soir, hein? C'est le soir? Oui, c'est la même heure exactement. La même heure avec l'association Respire. C'est un mardi aussi, le 1er juin, oui? Oui, c'est la semaine prochaine, oui. D'accord, ça va. Très Merci bien. beaucoup. Merci beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui vous ont remercié Voilà. dans leurs questions. Ils sont très contents, très satisfaits de votre conférence. Très bien. Alors, Donc, je cède la parole à mon ami Dr Ibrahimi. merci Saïd de ta modération et ta patience et merci à Renaud pour sa thématique et elle était fluide et vraiment prenante et on sent ça à travers les questions. Je sais que les gens sont frustrés, mais peut-être que les questions, si on peut les avoir et pour pouvoir peut-être les poser chez toi, Saïd, quand tu présenteras quand tu auras ton webinaire, pour que les gens puissent quand même avoir satisfaction et avoir des réponses sur ce qu'ils ont posé comme question, parce que ça fait quand même maintenant 2 heures qu'on travaille. Il faudrait quand même que Renaud puisse se reposer parce que demain, il travaille aussi. Tout à fait, tu as raison. Merci au laboratoire CIPLA de nous avoir supportés et subventionnés. Merci à Renaud Louis et à la prochaine. Et au congrès de la FAMPAT, comme je vous l'avais dit l'autre fois, ça va être en 18, 19 et 20 novembre à Marrakech. Et je pense que ça sera en présentiel. De plus en plus, je suis maintenant pratiquement à 80%, ça va être en présentiel. Et j'aurai l'honneur et le plaisir de vous voir et de discuter avec vous de vive voix. Voilà. Merci à tout le monde. Et merci à l'assistance d'avoir veillé jusqu'à cette heure-ci. Allez, au revoir. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Merci. Au revoir. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir.